Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 13. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Violaine de Charnage, auteure et encre venimeuse. Alors salut Violaine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marc et merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Eh ben écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors je vais démarrer par la présentation synthétique. Je suis écrivain d'horreur. Si je D'accord. développe un petit peu mon terrain de jeu, j'écris en imaginaire, mais de l'imaginaire pour adultes très très avertis. Et ça va du fantastique pour adultes, donc avec des scènes pour adultes, à de l'horreur extrême. Donc ça peut aller, c'est pas ça peut aller, ça va jusqu'au gore et jusqu'au porn gore. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le porn gore, qui est vraiment un truc d'initié, c'est un mélange de gore et de pornographie. Donc typiquement, c'est une scène de nécrophilie, quoi. Par exemple, effectivement. Donc je confirme, hein, pour avoir lu par exemple les 3 tomes de la Villénologique, il faut être un adulte et effectivement ne pas s'offusquer voilà, à la moindre goutte de sang ou dès qu'on Sinon, part sur on des s'est trucs un peu trompé graveleux. d'adresse. Ah bah sinon tu t'es trompé d'adresse. A priori on est d'accord qu'il y a un souci. Alors justement tu disais que t'étais, tu officies dans le domaine de l'horreur et du fantastique pour le coup. Quel est ton rapport en fait à tout ça, à tout ce qui est horreur, fantastique Eh ben, on a de bons rapports. Dans le sens où j'étais consommatrice de médias voilà, avec de l'horreur et du fantastique avant d'en produire, à savoir d'écrire. J'ai quasiment depuis enfant, je lis beaucoup, donc j'ai lu des romans, de la BD, du comics. Je regarde des séries, je regarde des films, j'écoute des podcasts. En gros, tout ce qui touche à l'horreur. Donc plus quand même au fantastique aussi, mais je pratique plus le fantastique horrifique, on va dire. Après, on peut parler de la distinction. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui touche à l'horreur et au fantastique m'intéresse. Après, le seul terrain sur lequel je vais pas, c'est le jeu vidéo. J'y jouais à une époque, mais c'est pour des raisons de temps aussi. Parce que je pense que si je commence à jouer, et ben voilà. Ah, c'est sûr que c'est chronophage, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Ça marche. Après, si tu veux que je développe un petit peu, en termes d'horreur et de fantastique, donc moi j'écris. Donc ce que j'aime en fait, c'est avoir une approche qui est plus cinématographique que littéraire. Mhm. Donc moi, avant d'écrire, enfin de manière générale, quand j'ai des idées, ça se raccroche toujours au cinéma, à la série, à la télévision, plus qu'à la littérature, parce que je fonctionne par image plutôt que par texte. Donc c'est voilà, moi des choses qui me viennent, c'est de l'image. C'est pas des bribes de texte. Par exemple, je n'ai pas cette capacité qu'ont certaines personnes de sortir des citations. Je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, j'ai une bonne mémoire visuelle. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'écris, en termes d'approche, j'ai aussi cette approche par rapport à des sous-genres de l'horreur. C'est pas les sous-genres littéraires. Donc, typiquement, par rapport à ce que j'ai déjà écrit, j'ai travaillé le Rape and Revenge, le slasher. Donc là, on est vraiment sur des catégories de sous-genres d'horreur cinématographique. Tout à fait. J'ai pas cette approche littéraire. J'ai aussi une des choses qui revient très souvent, c'est le torture porn. J'ai travaillé aussi la sorcellerie. On parle de nécrophilie, psychopathie. J'ai fait du vampire, du monstre, du zombie. J'ai travaillé le dédoublement de personnalité, le body horror. En gros, je tape dans tout le registre de l'horreur, dans tous les sous-genres. Après, en termes de goût personnel, j'aime à peu près tout, sauf, je suis pas hyper fan de la folk horror. Ah, on est deux, merci. Voilà, ça me fait plaisir. Et donc ça fait le lien parce que je trouve que c'est trop. Enfin, non, il y a un truc d'ambiance qui, moi, me parle pas trop. Et en plus, je trouve que c'est assez proche de l'Elevity d'horreur. Mhm. Alors après, je sais pas si on doit considérer ça vraiment comme un sous-genre, parce que dans l'absolu, ça ne devrait pas être un sous-genre. Enfin, en tout cas, ce qui est qualifié d'Elevity d'horreur, moi, c'est pas quelque chose qui me parle, parce que je trouve que l'horreur, ça doit avant tout rester quelque chose de fun et de viscéral. Et après, on peut faire passer des messages, avoir du sous-texte, etc. Mais je trouve qu'arriver avec une approche qui est intellectualisée, trop intellectualisée de l'horreur, en fait, ça perd son effet. Voilà. Bah, après, moi je trouve que le terme Elevated Horror, c'est vraiment, ça a vraiment été inventé par des mecs qui en fait, ont fait de l'horreur
mais qui en fait ne voulait pas dire qu'il faisait de l'horreur. Donc c'est, tu vois, c'est de l'horreur. Ouais, mais c'est de l'horreur élevée quand même. Tu vois, non, mais quand Ouais, même. Tu vois, on vaut mieux que ça. Tu vois, c'est un peu, on vaut mieux que ça quand même. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. C'est ce que j'aime pas, c'est ce côté, on se place au-dessus Ouais, ouais. des personnes qui font de l'horreur, qui pour le coup est un peu bas de gamme. Donc du coup, la série B, la série Z, on n'en parle même pas. Voilà, s'il n'y a pas ce côté intellectuel, ben c'est vraiment un truc de bas étage, quoi. Et, voilà, moi j'aime pas cette approche-là parce que je trouve ça un peu méprisant. Mhm. Et en plus, je trouve qu'il y a des films qui ne rentrent pas dans les Lévities d'horreur et qui, pour autant, sont très puissants et ont des vrais sous-textes. Bien sûr. Voilà, mais sans forcément qu'il y ait une recherche dans le sens où le réalisateur arrive en disant ouais, je vais te montrer ça pour te faire passer tel message. Mhm. Pour moi, quand c'est bien fait, c'est fait subtilement et donc on n'a pas besoin d'arriver avec ce discours de oui, moi je fais de l'horreur pour intellectuel. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que pour en revenir à ce que tu me disais, la folk horror, moi, je pense que ce qui me plaît moyen aussi, c'est que c'est souvent ce qu'on appelle du slow burner. Donc, c'est du film d'ambiance. Et tu vois, enfin, moi, par exemple, là, pareil, j'ai quand même fait l'effort. Je sais que c'est pas ma cam, mais bon, je me suis dit, je vais le regarder, tout le monde en parle. Midsommar. Ouais, exactement. Midsommar. Merci, j'étais en train de chercher Midsommar. Ah, mais laisse tomber. J'ai dit non, en fait. Oui, alors, évidemment, tout n'est pas acheté et ça reste mon avis. Mais voilà, je me suis quand même ennuyé ferme. Et encore, sur le Blu-ray, il y avait la version longue. J'ai regardé la version cinéma. Ouais, ouais. Donc j'ai évité une balle parce que là, j'ai déjà 2 heures, c'était l'horreur, mais alors 2 heures et demie, laisse tomber. Ouais, et là on touche pas, c'est pas un problème d'épouvante, c'est un problème ouais d'ambiance. Et donc Midsommar pour la petite anecdote qui est très drôle et qui rejoint ton ressenti, c'est que cet été en fait je me suis dit mais mince, j'ai pas vu Midsommar. Faut quand même que je rattrape ça parce que c'est vraiment tout le monde en parle. Et en fait Voilà. je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu et que j'avais totalement oublié tellement c'était pas mon goût. Voilà. Je dis pas que c'est D'accord. mauvais, je suis pas en train de critiquer, de dire c'est une question de goût personnel. Mais c'est Moi, clair, c'est c'est un clair. type d'horreur qui ne me parle pas, tout comme une horreur qui est trop intellectualisée. Je pense notamment au remake de Candyman, Ouais. enfin, le dernier. Mhm, mhm. Quand on arrive trop avec des gros sabots en termes de messages et notamment politiques, ça me dérange. Je n'ai rien contre un film d'horreur qui est politique, pas du tout. Il y a de très bons films d'horreur qui passent des messages politiques, mais Bien il sûr. faut que ça soit fait avec adresse et délicatesse. Hmm. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais ouais, non, non, mais bon. Midsommar, voilà, encore une fois, voilà, ça fait partie de ces films où les goûts et les couleurs, quoi. Donc effectivement, Ouais. ça parle pas, c'est pas grave. Et après, en termes de goût perso, voilà, moi j'aime, j'ai envie de dire, j'aime l'horreur qui tâche, quoi. Ouais. Et les trucs un peu, voilà, j'aime la série B, limite, enfin pas limite, j'ai aussi été un peu moins en ce moment, mais une grosse consommatrice de série Z. Donc moi, par exemple, typiquement, les animaux tueurs, c'est carrément ma cam. J'aime beaucoup aussi le sous-genre de tout ce qui est infection et contamination. Mhm. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Ouais. J'ai regardé même pendant le Covid. Tout ce qui touche à la possession, l'exorcisme, les serial killers, mais vraiment le serial killer bien badass. Et je pense notamment à Wolf Creek, que Ah oui. j'ai découvert l'année dernière. Voilà, j'adore Wolf Creek et le zombie, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, l'horreur, ça doit être après tout ce qui est gore, évidemment. Hmm. Mais j'aime quand c'est décomplexé, quoi. Ouais, on est d'accord. Quand c'est généreux. C'est ça. C'est ce que j'appelle, moi, généreux. Quand ça pète pas plus haut que ses fesses. Exactement, disons-le comme ça, exactement. Alors, du coup, je sais que tu as un parcours un petit peu atypique. Ton changement de carrière, il a été fait un petit peu sur le tard. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Comment ça s'est passé? Ouais, je vais pas revenir sur les détails forcément de ma bascule de carrière. Disons que je me suis réveillée un jour en me disant que j'étais pas du tout. En fait, je ne faisais pas du tout quelque chose qui m'épanouissait et j'étais extrêmement frustrée intellectuellement. J'avais un côté créatif qu'en fait j'avais jamais pu exprimer et c'est pas seulement un problème d'orientation professionnelle, c'est un problème que je me suis jamais sentie rentrer dans des cases classiques. Ça c'est un truc vraiment qui remonte à l'enfance. J'ai toujours ce sentiment, même socialement, etc. Alors après, je me fonds dans la masse, hein, mais ça me demande un effort.
Et notamment mon goût pour l'horreur et le fantastique, c'était quelque chose que j'avais toujours eu, mais limite que je planquais parce que parce que c'était socialement un peu, en tout cas avec les gens que je fréquentais, c'était pas forcément, voilà, je sentais que les gens, je disais: «Mais elle est folle» et en plus, dès que je me lâchais un petit peu, on me trouvait trash, Alors là, c'est bizarre. Franchement, je ne comprends pas. et non mais socialement, je me retiens. Il y a des fois, voilà, je me retenais et je me suis jamais vraiment sentie rentrer, dans des cases et le déclencheur, voilà, c'était cette bascule à un moment de me dire: «OK, mais maintenant on arrête de jouer la comédie et de porter un masque en permanence» et on se pose la question de ce que j'ai vraiment envie de faire et j'arrive aussi à un tournant de vie, hein, j'ai plus 20 ans et ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était écrire et il m'a fallu quelques mois pour comprendre que ce que j'avais envie d'écrire, c'était pas un truc qui était socialement acceptable. C'était pas c'était pas de la blanche, c'était pas, voilà. Moi, j'allais pas être publiée chez Gallimard et que, il y a un moment, il fallait aussi que je pose les valises du regard de l'autre Mmh. et que, j'ouvre un peu les vannes de ce que j'étais vraiment et ce que j'étais vraiment, c'est voilà, mon essence, mon goût, c'est l'horreur. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment, que ça s'est libéré en tout cas, mais ça a toujours été là. J'ai grandi dans les années 80-90 avec une mère qui regardait des films d'horreur. Voilà, on allait louer des cassettes vidéo. Il y avait Canal+ à la maison. Mmh. Donc je baignais déjà là-dedans. Après, niveau bande dessinée, j'avais pas vraiment de contrôle parental sur ce que j'empruntais. Et c'est marrant parce que d'ailleurs cette semaine, je me suis souvenu que très jeune, je crois, j'ai lu du Jean-Marc Reiser. Je sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. C'était un auteur notamment à Fluide Glacial et il a Oui, fait d'accord. vraiment des BD, mais pas forcément de l'horreur, hein, mais trash, de chez trash, avec du cul, des trucs, mais bref, voilà. Donc j'ai eu cette espèce de bain culturel comme ça qui, pendant toute mon enfance, mon adolescence, j'ai une copine qui m'a passé au collège un gore sous le manteau. Ouais. À l'époque, c'était la transgression ultime et je le planquais pour le lire. Et voilà, ça s'est nourri au fur et à mesure. Et j'ai aussi un peu, je dirais, des chocs esthétiques quand j'étais jeune. Donc ma mère regardait de l'horreur. Et on va dire qu'elle regardait pas forcément. Enfin, à l'époque, on mettait pas non plus forcément tout le temps l'âge auquel les trucs étaient autorisés. Et je me souviens notamment d'un mini traumatisme quand j'ai vu une scène du Masque du démon de Mario Bava. Mmh. Et donc c'est une femme qui est un film en noir et blanc et c'est une femme qui est suspectée de sorcellerie ou sorcière et donc on va on va lui approcher un masque du visage et à l'intérieur du masque il y a des pointes en métal et on va lui clouer à grands coups de masse. Et c'est pas gore, on voit pas de sang, mais la scène est, enfin visuellement c'est extrêmement graphique et voilà, ça a été un des premiers chocs avec l'horreur et pour le temps, enfin tu vois, c'est pas un truc ça m'a traumatisé en même temps c'est un truc qui est fondateur. Bien sûr. Et je me souviens aussi, je sais pas exactement quelle était l'année de sortie, mais ça passait à la télévision. Je pense qu'il y avait une promotion pour l'album. C'était l'album The Wall de Pink Floyd. Mmh. Mmh. Il y avait un clip qui a été fait sous forme de film hein, qui s'appelait pour le morceau Another Break in the Wall. Tout à Désolée fait. pour l'accent. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais donc il y a un mélange de film et d'animation et il y a des enfants qui rentrent dans une usine. Mmh. Et à un moment, leur visage, c'est comme si leur visage fondait, ils ont un masque. Et ils avancent comme ça dans l'usine et c'est très martial et ils se laissent tomber dans un hachoir géant. Et ils ressortent sous forme de chair à saucisse en animation. Mmh. Et ça, c'est un truc qui m'a qui m'a aussi traumatisée, quoi. Ah bah, c'est ouais, comme on dit, hein, c'est une image vaut 1000 mots, c'est voilà. C'est des trucs qui restent et ça, je pense que je les ai vus très jeunes. Mmh. Et après, le premier choc, on va dire, le mélange de noir et d'érotisme, ça, je m'en souviens très très bien, c'était Basic Instinct. Ouais. Et Verhoeven. j'étais adolescente, pas très vieille, et j'ai vu ce film et j'ai pris une claque. Déjà, c'était hyper érotisé, quoi. Et voilà, il y Ouais. avait ce mélange de thriller et il s'est passé aussi un truc par rapport à l'érotisme à ce moment-là, je pense. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas, je me suis pas réveillée un matin en me disant oh qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire de l'horreur et du gore. C'est ma culture depuis toujours. Mmh. Il y a Mmh. jusqu'à un moment, je l'avais mise un peu sous le tapis parce que socialement c'était pas très acceptable, mais voilà, je l'ai ressortie. Bah, écoute, t'as bien raison et on en profite, donc à travers tes écrits.
Alors justement, en parlant de ça, combien d'œuvres t'as publié là à ce jour? Quelques-unes. Alors, donc moi, je suis novelliste et romancière. Donc Ouais. jusque-là, j'ai écrit plus de nouvelles numériquement que de romans et je me sens très à l'aise dans le genre de la nouvelle. Mmh. Néanmoins, voilà, le roman, je sais aussi en écrire. Donc en termes de nouvelles, j'ai sorti 3 recueils qui s'appellent les Villénologies. Villénologie 1, 2, 3. Tout à fait. Ensuite, à partir de ces recueils, j'ai fait un best-of contes, parce que je fais de la revisite de contes. Donc j'ai fait un best-of qui s'appelle Les Contes Venimeux. Et j'ai fait un best-of horreur érotique qui s'appelle Les asphyxies érotiques et horrifiques, où je reprends les nouvelles dans lesquelles il y a le plus d'érotisme et de pornographie, parce que bon, Mmh. clairement, ça va sur le porno. Et j'en profite aussi pour dire que les asphyxies, je suis en refonte de titres et de couverture. Donc les asphyxies vont changer de look D'accord. pour justement coller à quelque chose de plus dans l'esprit horreur érotique. Donc ça, c'était en auto-édition. Ensuite, j'ai sorti un roman en maison d'édition chez Zone 52 qui s'appelle Screaming Boys. Et c'est un slasher revisité. J'ai aussi des nouvelles dans des anthologies. Et la plus récente, c'est dans l'anthologie Gore aux éditions Faute de Frappe. Mmh. Et donc avec d'autres auteurs. Hein. C'est donc une série d'auteurs qui ont écrit sur le gore. Et ma nouvelle s'appelle Bloody Valérie. Et elle parle de menstruation. Voilà, donc j'ai apporté ma touche féminine à l'édifice du gore. Ça marche et j'ai vu aussi que tu participais, au recueil, Maudit, 3? Ouais, alors le recueil Maudit 3, c'est une initiative, donc c'est un recueil qui est là, je vais y arriver. Tous les bénéfices vont être versés à une association québécoise de prévention du suicide. Mmh. Et donc c'est une anthologie, je crois qu'il y a une cinquantaine d'auteurs, et la particularité, c'est qu'elle ne sort qu'un mois dans l'année. Donc c'est la troisième, et elle ne sera disponible qu'au mois de novembre 2023 sur Amazon en brochet. Et donc ce sont des auteurs de noir qui tous écrivent. Alors après, ça va du noir, du polar, du thriller, jusqu'à l'horreur, le gore, etc. Mmh. Effectivement, là j'ai une nouvelle qui va paraître qui s'appelle Un peu beaucoup à la folie furieuse. D'accord. Et dans cette nouvelle, je fais revenir entre guillemets, parce que c'est un préquel, un de mes personnages préférés, qui est Monica, mon personnage de Ah Puterie de oui, Saint-Valentin. ouais. Donc Monica, dans Puterie de Saint-Valentin, c'est une nouvelle qui est disponible dans la Villénologie 1. Monica est érotomane et psychopathe, et nécrophile. Voilà, une bonne Et combinaison. dans Puterie de Saint-Valentin, c'est une jeune femme. Et donc dans cette nouvelle qui va paraître dans le recueil Maudit 3, c'est un préquel. Et en fait, on la découvre au lycée. Donc Mmh. c'est la genèse de sa psychopathie et de sa névrose. Cool, ah bah, écoute, j'ai bien hâte de découvrir ça pour le coup. Ouais, Parce que ça faisait partie des nouvelles qui m'avaient vraiment branché. cool. Alors, donc tu le disais, effectivement, tu as un côté, auto-édité, et puis, d'un autre côté, tu as aussi maintenant été, édité, de manière un peu plus, traditionnelle. Et quel est ton parcours, en fait, en tant qu'autrice, ce qu'on pourrait appeler, hybride? Alors, chez moi, c'est un parcours voulu et voulu. Donc peut-être je vais expliquer ce qui est hybride, parce que c'est un terme qui est pas très courant, mais pourtant qui est utilisé, pas que pour les voitures, donc pour les écrivains. D'accord. Donc être hybride quand on est écrivain, c'est être à la fois édité en maison d'édition, donc en édition traditionnelle, Mmh. et être auto-édité. Et donc on est sur les 2 versants. Ce que je suis, donc l'auto-édition, c'est moi qui me suis donné l'autorisation, on va dire, hein. Et en parallèle, effectivement, j'ai soumis des manuscrits à des éditeurs et donc j'ai déjà des publications. J'ai aussi des projets avec des éditeurs pour 2024. Et donc voilà, moi j'écris sur les 2 fronts. Pourquoi? Parce que l'auto-édition, déjà, c'était pour démarrer, parce que je n'avais pas la patience d'attendre un retour d'éditeur. En plus, j'ai démarré avec de la nouvelle. Et la nouvelle n'est pas très, très prisée. En tout cas, les recueils ne sont pas très prisés des éditeurs, même s'il y a des appels à texte. Ah ouais, d'accord. Non, malheureusement, c'est un genre qui fonctionne encore très bien outre-Atlantique, mais en France, la nouvelle ne fonctionne malheureusement plus, alors que je trouve que c'est un format qui est absolument génial. Ah oui? Et paradoxalement, on dit que les gens ont de moins en moins de temps pour lire. Mmh. Mmh. Donc ça veut dire, voilà, pourraient lire de la nouvelle, et pourtant, ils achètent des briques. Donc voilà, il y a un espèce de paradoxe français. Ah, je pensais que alors peut-être que c'est très particulier, hein. L'horreur, de toute façon, ça reste une niche, mais je pensais qu'effectivement, il y avait peut-être un peu plus de demandes sur,
Et notamment sur l'horreur, parce qu'il y a ce côté, tu sais, dans les anthologies d'horreur, comme, je sais pas, les Contes de la Crypte, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Typiquement, dans le domaine, normalement, on aime plutôt ça, quoi. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on aime ça côté série et côté film, mais Mhm. pas côté littérature. Non, non, la nouvelle fonctionne pas bien en France. C'est la raison aussi pour laquelle les éditeurs sortent de moins en moins d'anthologies. Et c'est dommage parce que c'est un genre qui... je sais pas s'il y a une forme de pensée que la nouvelle est moins complexe à écrire qu'un roman. En tout cas, il y a un désamour. Alors que notamment tous les grands auteurs américains ont démarré avec de la nouvelle et Bien sûr. ont été des grands novellistes. Mhm. Et voilà, en tout cas en France, il y a un appétit pour des gros romans. Donc tout ça pour dire que oui, donc quand j'ai démarré l'auto-édition, j'avais envie d'écrire de la nouvelle et j'avais pas de patience, donc je me suis auto-éditée. Et en parallèle, j'avais aussi ce désir d'être éditée pour des raisons de reconnaissance professionnelle et pas seulement, en fait, c'était pas être éditée à tout prix, parce que j'ai pas commencé à envoyer des manuscrits tous azimuts. Ça s'est fait, je me suis auto-éditée et après j'ai identifié notamment Zone 52 avec cette fameuse collection Carnage. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est pour moi, quoi. Cette collection-là, j'ai envie d'y être. Mhm. Et c'est comme ça qu'après, ça s'est fait et que voilà, mon manuscrit a été accepté, etc. Donc, c'est pas. C'était quand j'ai écrit Screaming Boys, c'était Mhm. pour cette collection et pour cet éditeur. Et là, les projets que j'ai en cours, c'est pareil, c'est pas un manuscrit que j'ai envoyé comme ça de zéro. J'ai identifié des éditeurs et des collections qui me plaisent et qui collent avec ce que je fais et des éditeurs dont j'aime le travail. Et voilà, et je leur propose quelque chose ou ils viennent me proposer quelque chose. Donc voilà, moi c'est ça mon truc. Et en même temps, l'auto-édition me permet d'avoir de la liberté. Et je souhaite garder l'auto-édition parce que je suis mon propre boss. Je suis maître des délais, du contenu, des visuels, de la communication, absolument tout. Mhm. Et là, tu vois, typiquement, donc j'ai un roman qui va sortir fin octobre et ce roman-là, en 3 mois et demi, je vais le sortir. Et quand je dis 3 mois et demi, c'est entre le début de l'idée et le moment où je vais proposer le premier livre à la vente. 3 mois et demi, il n'y a aucun éditeur qui va faire ça, quoi. Mhm. C'est ne serait-ce que les délais de soumission. Aujourd'hui, tu envoies un manuscrit à un éditeur, il va se passer 6 mois, je suis gentille, hein. Ça peut être 1 an, jusqu'à 2 ans chez certains éditeurs pour avoir une réponse. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai pas le temps, je veux pas. Ah ouais, Et puis, écoute. puis voilà. Enfin, et après, il y a aussi une autre dimension au niveau de l'auto-édition, au-delà de la liberté. Il y a aussi la question de la rémunération des auteurs. Évidemment. Donc, en France, l'auteur de littérature est considéré comme un artiste qui n'a pas besoin de payer ses factures. Bien sûr, Il évidemment. y a une chaîne du livre qui est très complexe, avec beaucoup d'intervenants à rémunérer. C'est pas une critique, mais voilà, c'est comme ça. Mhm. Ce qui fait que quand on est publié en maison d'édition, les droits d'auteur sont extrêmement faibles. Donc il faut vendre des volumes très 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 importants pour commencer à gagner sa vie. Et donc ça c'est le lot de très peu d'auteurs, hein. C'est les auteurs qu'on voit sur les affichages de bus, hein. C'est Oui, pas voilà. la base des auteurs français parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont obligés d'avoir des travails alimentaires à côté. Mhm. Alors que quand on s'auto-édite, eh bien on se rémunère, on garde le fruit de son travail. Mais on ne garde pas 100% du prix du livre, évidemment. Non. Déjà, en fait, l'auteur auto-édité met la casquette de chef d'entreprise une fois qu'il a écrit et va gérer et mettre en œuvre tout ce que met en œuvre traditionnellement une maison d'édition. Donc, c'est plein de métiers, c'est énormément de temps. Et puis, il y a énormément de coûts, quoi. Il y a Bien sûr. la correction, la fabrication, la couverture. Donc, au final, sur le prix d'un roman, il reste plus d'argent que si le roman était vendu via une maison d'édition. Mhm. Mais voilà, sur un roman qui est vendu 15 euros, évidemment, il n'y a pas 15 euros qui restent pour l'auteur. Voilà, Malheureusement, non. ça Mais oui, oui, énormément. mais c'est sûr, éliminant des intermédiaires, c'est normal, ouais. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi, je continue de choisir l'auto-édition en partie. C'est parce que comme j'ai l'ambition d'en vivre, j'ai besoin d'en dégager un revenu et ça veut dire que je dois maîtriser davantage ma rémunération. Oui, et puis dans la mesure où de toute façon tu écris dans un domaine qui est considéré comme une niche, c'est évident que si l'idée c'est d'en vivre, tu peux pas te permettre, voilà, tu sais que tu vas pas sortir les volumes de Marc Lévy, donc évidemment, bon, Voilà, c'est ça. voilà. Oui, oui, c'est plutôt logique, mais c'est tout à ton honneur parce qu'en l'occurrence, effectivement, ça te permet de garder ton identité et ta patte dans ce que tu proposes sans faire de concessions, si tu veux, au niveau de ce qui est
politiquement correct ou pas, quoi. Oui, après je pense quand même qu'il y a des éditeurs qui sont très ouverts là-dessus. Bah, c'est le cas, voilà, Zone 52 sur Screaming Boys, à aucun moment il y a une remise en cause du contenu, du côté explicite du roman, parce que c'était la philosophie de la collection. Mais ce roman-là, à part un ou deux, et là c'est de la micro-édition, hein, je pense que le nombre d'éditeurs qui auraient accepté ce roman-là, c'est même pas sur les doigts d'une main. Parce que voilà, c'est trop. Bah, c'est trop. Enfin, et non seulement il y a le côté, bon, il y a le côté gore. Le côté gore, on en trouve dans pas mal de livres aujourd'hui. Mais la pornographie, bon voilà, là c'est le truc qui coince. Oui, forcément. Que d'éditeurs qui prennent, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est vrai que ça fait une combinaison qui est difficile pour eux, j'imagine. Ça marche. Alors, au niveau de tes influences, est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui te viennent, si je te demande spontanément Je vais un peu prendre un chemin de traverse parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je suis très influencée par le cinéma. Ouais. Donc finalement, au niveau des influences, elles se trouvent plus du côté du cinéma que de la littérature. Et je vais quand même te citer un ou deux auteurs. En termes de littérature, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir commencé à écrire sur le tard, mais j'ai pas eu cette approche de me dire j'ai envie d'écrire comme Stephen King. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, en fait, c'est comme dans n'importe quel apprentissage d'art. Normalement, on démarre en copiant les maîtres. Bien sûr. Et après, on trouve son propre style. J'ai pas du tout démarré dans cet état d'esprit-là. Quand j'ai commencé à écrire, de toute façon, je me sentais pas capable d'écrire comme Stephen King, soyons clairs. Et du coup, je suis partie tout de suite sur mon propre style qui, s'affine au fur et à mesure, etc. Bien sûr. Donc voilà, il y a ce côté-là. Je ne pense pas à un auteur quand j'écris. Et je suis très embêtée quand en salon, notamment, quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, bah c'est comme quel auteur ?» C'est comme Hélène de Charnage, quoi. Je peux pas dire, voilà, c'est... Et l'autre jour, j'écoutais l'interview de Christelle Colpart-Soufflet et elle disait la même chose. Les gens venaient la voir en lui disant hey, c'est quoi, c'est Stephen King? Non, c'est pas Stephen King. Non, c'est moi, en fait. Bah voilà. Mais du coup, c'est déstabilisant pour les gens parce qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Et du coup, je pense que il y a une peur liée à l'inconnu. Mais clairement, c'est humain, hein, c'est génétique. Et du coup, ils ont besoin de savoir à quoi ça ressemble. Mais non, désolé, c'est nous, quoi. Voilà, donc c'est peut-être Christelle et c'est Violaine. Donc par contre, si vraiment, voilà, pour moi, le maître absolu, c'est Stephen King. Voilà, c'est ça. J'ai pas beaucoup lu Stephen King ces dernières années. Après, moi, je suis pas une inconditionnelle à acheter tout ce qui sort de Stephen King. Ouais, t'es pas une hardcore fan. J'ai pas ce truc de fan. Il y a des auteurs que j'aime, mais pour autant, je vais pas me taper toute leur bibliographie. C'est en fonction des romans. Il y a des romans dont la 4e de couve me parle plus que d'autres. Bien sûr. Mais la production de Stephen King dans les années 80, et notamment sous le nom de plume de Richard Bachman, moi, c'est ce qui me parle le plus au niveau de son œuvre. Et là, il y a une partie de son œuvre qui touche au gore aussi. Et c'est ce que j'apprécie. Et ça, les gens ont un peu tendance à l'oublier. Donc voilà, pour moi, Stephen King, c'est le maître. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire mon tout premier roman, qui n'est pas édité, qui ne le sera jamais, j'ai écrit un roman de blanche pornographique. Donc la blanche, c'est, tu sais, le fameux non-genre, hein, c'est ce qu'on trouve en librairie, voilà. C'est pas du polar, c'est ce qui ne rend aucune case. Mais donc il y avait de la pornographie. Et clairement, je pense qu'à ce moment-là, mon influence, c'était Virginie Despentes. D'accord. Notamment Baise-moi. L'influence, c'était pas tellement au niveau du récit. C'est les thématiques. Et c'est surtout sur le côté cash du style. Elle a un style qui est très très direct et en même temps qui se lit extrêmement bien. Ouais. Un style qui peut être considéré comme pas littéraire par certains lecteurs, mais on s'en tape. Moi, je trouve que c'est un vrai style, quoi. Donc, mon influence côté littérature, je pense qu'elle est là. Après, côté ciné, moi, j'ai un peu des réalisateurs chouchous, mais vraiment, il y en a... Pour moi, le réalisateur duquel, et c'est un homme duquel je me sens la plus proche au niveau des thématiques et au niveau de l'esprit, c'est Verhoeven. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, je parlais de Basic Instinct. Verhoeven, il travaille, c'est la chair, le sang, la violence, le sexe, la religion. Alors, je travaille un peu moins la religion. Il fait pas d'horreur, Verhoeven. Il a fait plus de SF. Mais effectivement, sur ces thématiques-là, je me retrouve totalement dans son œuvre. Moi, je me sens proche.
Et j'adore ce qu'il fait. Et il y a autre chose que j'aime chez lui, c'est son traitement des personnages féminins. Oui. La preuve qu'un homme peut écrire des rôles de femmes tout à fait... en tout cas, moi, c'est des rôles qui me parlent. Et je trouve que c'est un des réalisateurs qui présente les femmes sous un des jours les plus flatteurs. Et quand je dis flatteur, c'est pas dans le sens on les présente comme des princesses et des héroïnes, c'est pas du tout ça. Mais au contraire, on les présente comme des femmes avec des failles, beaucoup d'aspérité. Enfin, je trouve que voilà, il a vraiment une œuvre qui est hyper intéressante et ses figures féminines sont juste passionnantes. J'ai revu Elle il y a quelques jours. Alors le film est discutable sous certains aspects, mais je trouve que c'était extrêmement couillu. Voilà, de faire un film sur le viol avec Isabelle Huppert. Enfin, j'ai trouvé que c'était... En fait, ce que j'aime, voilà, je sais aussi ce que j'aime chez lui, outre les thématiques, c'est que dans les films de Verhoeven, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est vrai. Et il laisse vraiment une place au spectateur pour se faire une opinion. Et moi, c'est ce que j'aime parce que, à l'inverse, ce que je déteste, c'est quand je regarde un film ou que je lis un livre et qu'on me prend par la main et qu'on me dit, écoute, voilà, tu vois, t'as compris là, il faut que je te le résume encore une fois parce que je l'ai déjà résumé 3 fois. Je déteste ça. Et je préfère au contraire avoir une œuvre où à la fin je me dis ah mince, mais en fait je suis pas sûre d'avoir compris et du coup je cogite et je me fais mon propre opinion. Voilà, plutôt qu'une œuvre où on me livre un message. Et je trouve que Verhoeven, il a cet art de tout le temps brouiller un peu le message est ouvert pour le spectateur. Et du coup on peut se faire son propre opinion et en même temps ça passe ce message de en fait dans la vie rien n'est tout blanc ou tout noir. Et les choses parfois sont très complexes et en fonction de la situation, de la personne, on peut avoir une perception, en fonction de son vécu, on va avoir une perception différente. Enfin voilà, donc Verhoeven. Après, si je devais citer une femme, je suis obligée de citer Julia Ducournau parce que voilà. Hey, gros phénomène de ces dernières années. Voilà, mais malheureusement, il y a quand même très peu de femmes dans la profession. Et en termes d'influence, c'est drôle parce que je ne l'avais pas réalisé et on me l'a un peu fait remarquer. Dans mon approche, il y a une touche conte de la crypte et Creepshow. Ouais, complètement. Bon, déjà un peu le principe d'anthologie, mais je l'avais pas... En fait, quand on m'a dit, mais il y a une morale dans tes histoires, sur le coup, je me suis un peu offusquée. Genre, ouais, ça va pas, non? T'es en train de me dire que je suis moraliste, enfin... Et en fait, j'ai réalisé que oui, j'ai un côté moral, mais un côté moral bien sadique et bien, bien badass, quoi. Et voilà, j'ai ce côté conte de la crypte et Creepshow. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Hein. Je t'ai envoyé un message, justement, j'étais en train de lire le 3e tome, en l'occurrence de la villénologie, et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'ouvrir, tu vois, d'allumer la télé et d'attaquer un nouvel épisode. Hop, tu vois, tu changeais de nouvelle, et en fait, on te change d'époque, de cadre, de personnage, mais complètement. Et effectivement, c'est cool parce que du coup, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc non, c'est top. Pourri. Non, mais au moins il y en a pour tous les goûts. On peut pas empoisonner. Non, mais il y en a pour tous les goûts. Et ça, au moins, on peut pas dire. Mais c'est vrai que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu sais pas jusqu'où ça va aller. Et c'est excellent. Moi, j'avais adoré. Je t'avais dit la nouvelle sur le Leprechaun. Mini-moi dentiste. Ouais, celui-là, c'est vrai que c'était le premier qui m'avait vraiment mis une claque en fait quand j'ai découvert ton travail. Et j'adore, mais ça va super loin. Mais c'est assez énorme. J'aime bien ce côté barré, justement. En fait, ce que j'aime aussi, c'est... j'aime en fait les gros mélanges bien improbables, quoi. C'est faire des associations un peu dingues et aller tirer le fil jusqu'au bout. Et tu vois, sur Mini-moi dentiste, j'étais partie, c'est une nouvelle que j'ai écrite par rapport au fait que il y avait la Saint-Patrick qui arrivait. Et je sais pas pourquoi j'ai rapproché ça de la dentisterie et du coup j'ai fait un mélange entre la dentisterie et la Saint-Patrick. Et voilà, ça a donné un Leprechaun qui arrache les dents. Ça s'emboîte. Enfin, l'idée elle est excellente, ça s'emboîte super bien en fait. C'est logique quand tu l'amènes, on y croit si tu veux dans l'univers que tu développes dans ta nouvelle. Ça paraît logique. En tout cas, c'est cool que t'aies aimé. Ouais, non, vraiment, ça fait partie. Pareil dans le. Clairement. C'est leur préféré et il y a d'autres personnes que ça laisse plus insensible. Clairement, mais c'est vrai que ça va très loin. Donc je pense que si déjà, ça peut te choquer. Il y a certaines scènes où des fois tu te dis ok, t'essaies de te figurer le truc dans ta tête, tu dis ok.
D'accord, ok, bon, ok, c'est bon. Ce qui est très drôle, c'est que les personnes qui ont écouté le podcast n'ont pas vu ton regard quand t'as dit ok. Genre un regard de bête traquée. Donc voilà, c'était effectivement pas très radiophonique, mais voilà, donc le regard de bête traquée. Mais non, effectivement, je vous invite à découvrir le travail de Violaine pour vous faire votre idée et voir un petit peu de quoi je parle. Voilà, mais on y reviendra. Donc au niveau de ta création, justement, comment ça s'articule pour toi le processus créatif? Alors, c'est pas une recette de cuisine, hein. En tout cas, c'est ma recette à moi, mais je pense qu'elle n'est pas transposable Ouais, chez tout le monde. bien sûr. Je pense qu'il y a autant de méthodes d'écriture que d'auteurs. On est tous très différents. Moi, Mhm. c'est quelque chose qui s'affine aussi au fur et à mesure. Je me connais de mieux en mieux et du coup, j'ai un processus maintenant qui commence à être rodé. Aussi par rapport au fait que je sais que je suis très lente au démarrage. Et autant au début, je m'énervais contre moi-même en me disant mais c'est pas possible, il y a des gens qui arrivent à pondre des bouquins en un mois, pourquoi toi ton idée au bout d'un mois elle est pas claire. Et en fait j'ai compris que c'était mon fonctionnement mental et qu'il fallait que je l'accepte. Mhm. Et donc moi je fonctionne en entonnoir. Donc je vais te donner l'exemple le plus récent, c'est le roman donc, que je vais sortir fin octobre qui s'appelle Les entrailles de l'horreur. Début juillet, j'ai pris la décision d'écrire un roman pour le Frisson Festival. Enfin, en tout cas, avec une date de sortie au Frisson Festival. Donc, gros challenge Mhm. dans le délai. Et je me suis dit, je vais écrire un roman court, comme ça, c'est plus rapide à écrire. Et je me suis dit, je vais me laisser un mois à peu près pour trouver l'idée, vraiment avoir une trame à peu près claire dans ma tête, etc. Et j'ai Mhm. passé un mois à cogiter des idées dans tous les sens. J'étais partie, j'avais une idée qui était très arrêtée au départ. Je voulais faire une histoire qui parlait de l'enfer, des cercles de l'enfer, et je voulais mêler ça avec du zombie. C'était vraiment mon truc. J'avais que ça au départ. C'était ok, je prends de l'enfer et je prends du zombie parce que je voulais écrire du zombie. Et je tourne D'accord. l'idée dans ma tête et je la retourne, etc. Et ça mouline et j'arrive pas à en sortir un truc. C'est pas clair. Mhm. Et j'en suis arrivée au bout d'un mois à me dire ok, donc on se lâche un peu la pression sur l'enfer et je suis revenue sur les péchés capitaux, qui est un de Ok. mes thèmes favoris. C'est quelque chose que Mhm. j'aime beaucoup travailler et je me suis dit, je vais faire une interprétation très libre d'un péché capital. Et je voulais encore le mixer avec du zombie, bref, ça n'a pas fonctionné. Donc je suis partie sur le péché d'envie. Donc l'envie, c'est pas vraiment la jalousie. C'est la convoitise du bien d'autrui. Voilà, c'est un sentiment qui est très négatif et très fort. C'est un désir qui est contrarié. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en désir humain les plus contrariés. Et là, je suis arrivée sur le désir d'enfant contrarié. Je me suis dit, voilà, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est vraiment. Qui veut un enfant qui ne peut pas en avoir un, c'est une fracture de vie. Et à partir de là, je me suis dit, ok. Et du coup, qu'est-ce que ça va générer comme sentiment négatif? Et je me suis dit, en fait, si moi je peux pas tomber enceinte ou que je fais des fausses couches à répétition, je vais croiser une femme enceinte dans la rue et je vais commencer à la détester, quoi. À l'envier et à la détester. Et Mhm. après, j'ai encore poussé l'idée. Donc ça, c'est un fil que je tire mentalement et ça me prend des jours, hein, c'est long. Et là, je suis arrivée sur, en fait, c'est quoi l'extrême? C'est, en fait, je suis une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et je vais voir une femme qui va se faire avorter. Et voilà, je vais la voir vraiment mauvaise. Et c'est la genèse des entrailles de l'horreur. Et donc, je fonctionne comme ça en entonnoir. Et donc, je suis arrivée à cette idée-là. Et à partir de là, en gros, j'étais capable de résumer en une phrase le roman. Et à partir d'un résumé en une ou deux phrases, je fais ce qu'on appelle un synopsis, c'est-à-dire un résumé sur une ou deux pages. Et moi, je suis quelqu'un de très structurel. C'est comme ça que je fonctionne. Et ensuite, je passe à l'étape suivante et je fais un plan. Chez moi, tout doit être cadré, structuré, etc. Et une fois que le plan est clair et que je te disais, je suis très par image, en gros, c'est si j'arrive à me faire le film du roman dans ma tête, c'est que je suis prête à écrire. Et donc j'arrive à cette étape-là où tout est calé, je connais mes personnages, je sais je connais le début du roman, je connais la fin, je connais les grandes étapes. Et à ce moment-là, j'écris et par contre après j'écris en bulldozer. C'est parce que là il n'y a plus de questions à se poser, je sais où je vais. Et t'as déjà tout préparé. C'est ça. T'as le script. Après à l'écriture, et ça c'est aussi quelque chose, je sais pas si je pense que c'est le cas de tous les auteurs. Hein. C'est j'ai l'autoroute et je me rends compte que parfois je fais des petits détours, je sors un peu. J'ai besoin de sortir parce que c'est plus réaliste par rapport à ce que je suis en train de décrire. Donc, je fais des petites sorties de Mhm. route.
mais je reviens quand même toujours sur l'axe principal. Et c'est très très rare que je change la fin d'une histoire. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi, c'est très très structurel. Je suis une psychopathe du tableau Excel et de. Enfin Ça marche. Alors au niveau des inspirations, tu le disais, je pensais te demander un petit peu d'où venait ton inspiration, mais là on en a déjà un petit peu parlé. Il y avait effectivement toutes ces lectures, que ce soit les comics, les livres, les films. Donc ça, t'as dressé Documentaire déjà un aussi. documentaire aussi, Ouais, je ok, regarde aussi ok, pas mal ok. de documentaires. Je lis du fait divers. Je lis aussi de la presse. Hein. Voilà, par exemple, la seule presse que je lis, je regarde pas les informations, mais je lis Le Monde. Je le lis pas en entier, hein, j'ai une version numérique. Mais en fait, mon truc à moi, au niveau de l'inspiration, c'est je scrolle, je scrolle, je scrolle, et il y a des trucs où je me dis, ah, il y a un voyant qui s'allume, parce que Hmm. le sujet m'intéresse. Et là, je sais qu'il y a Ouais. quelque chose potentiellement que je peux, sur lequel je peux travailler. Voilà, moi, c'est un système de voyant. Donc, et bon, après, de temps en temps, je me force aussi un peu à sortir de la zone de confort en me disant, ok, tu vas regarder un film, par exemple, que je n'aurais pas regardé spontanément, parce que je pense qu'il faut s'ouvrir aussi les chakras. Mais voilà, je fonctionne par voyant et après par association d'idées. C'est-à-dire que je vais jamais prendre une idée que j'ai vue dans un film et en fait, je ne réécris jamais un film, par exemple. Enfin, c'est pas du tout. Je réécris pas un film ou une série, ça présente aucun intérêt. Je fais pas de la novélisation, quoi. Mais je vais Hmm. garder. Je vais me souvenir d'un élément et parfois je l'utilise pas pendant très très longtemps, mais il est stocké ou je prends aussi beaucoup de notes. Et il y a un moment, ça va ressortir. Je sais pas sous quelle forme, je Hmm. sais pas dans quelle Ouais. proportion, parce que parfois c'est juste un détail de l'histoire, mais ça va Ouais. ressortir, quoi. Et tu vois, par exemple, cet été, donc quand je réfléchissais à mon histoire de zombie, qui n'a pas marché finalement, j'ai fait pas mal de recherches. Et je suis tombée sur des sujets télé sur. Il y a une explosion en ce moment aux États-Unis de. Enfin, c'est un fléau. Il y a une nouvelle drogue qui s'appelle le tranq. Et D'accord. en fait, c'est du tranquillisant pour cheval qui est utilisé pour couper d'autres drogues. Et donc, il y a des images qui étaient très très fortes. Et les personnes qui se droguent avec cette molécule qui coupe avec autre chose, et bien en fait, on dirait mais totalement des zombies, quoi. Les images, elles Hmm. sont vraiment effrayantes. Les gens n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes, de leurs muscles. Et tu vois, et ce truc-là, ça m'a vraiment. Ça a tilté. Voilà. Donc ce truc-là, je ne sais pas encore ce que je vais Ouais. en faire. Mais clairement, c'est une idée que je peux utiliser sous cette fin, voilà, sous une forme redigérée. Moi, je suis tout le temps. Je redigère toujours, je n'utilise jamais les choses littéralement. Ouais, mais effectivement, là, en l'occurrence, voilà, c'est un bon exemple, quoi. C'est sûr que. Tu vois, je te parlais de documentaires. J'ai vu aussi une série de documentaires sur Netflix. Ils sont pas dingues les documentaires, mais le sujet m'intéresse sur le dark tourisme, le tourisme Oui, macabre. tout à fait. J'ai vu un épisode parce qu'on m'a parlé de une espèce de maison hantée de l'extrême, là, tu sais, Ouais, où tu payes. Enfin, non, tu payes pas. Tu t'inscris pour te faire torturer jusqu'à ce que tu lâches si tu l'affaire, en payes. fait. Si, Voilà, si tu payes. basiquement. Ouais, les gens font des dons et il faut qu'ils ramènent des croquettes pour le chien. Voilà, en gros, Ouais. c'est le truc. Et ouais, voilà Bon, le tourisme macabre, genre les gens qui vont à Tchernobyl, ouais. qui vont visiter des camps de concentration, etc. Enfin voilà, ce truc-là aussi, ça me parle. Je sais pas encore comment je l'utiliserai, mais en tout cas, je. Donc voilà, c'est des voyants qui s'allument. C'est comme ça mon inspiration. C'est des voyants. Ok, c'est les voyants, donc Voilà. ça marche. Alors, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, t'as quand même ce que personnellement je qualifierais d'une écriture assez radicale. Mhm. D'où est-ce que ça devient justement cette radicalité dans ton écriture? J'ai envie de te dire que c'est ma personnalité profonde. D'accord. C'est pas du tout. Là aussi, j'ai pas ce truc de me dire. J'ai pas eu ce truc de me dire. Oui, alors je vais écrire de l'horreur et puis tiens, je vais écrire du gore, je vais faire du super trash. Et qu'est-ce que je pourrais écrire pour que ça soit super trash et que voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. De toute façon, quand tu écris, il y a un moment où, enfin, la créativité, elle part toute seule, quoi. Et Mm. c'est ce que j'ai fondamentalement en moi. Et tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai. En fait, longtemps, j'ai pensé que j'avais une forme de handicap social. D'accord. Je fais, je fais un peu mon coming out là.
Ouais, longtemps, tu vois, cette impression de ne pas rentrer dans les cases, d'être en décalage avec la société, ce que pensent les gens, le jeu social, etc. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Et longtemps, j'ai pensé que c'était un problème que j'avais. Mmh. Et ces dernières années, on parle de plus en plus de neuroatypie, de neurodivergence. Donc j'ai pris conscience que déjà j'avais une hypersensibilité Mmh. qui se traduit de plein de manières hein, sur ma perception du monde, ça peut être aussi physique, etc. Et après, je suis pas du tout en train de dire que je suis au potentiel intellectuel, hein, c'est pas ça, mais je pense que j'ai un truc, je suis quelque part sur un spectre. Après, lequel, je sais pas. Et en fait, j'ai pas. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas essayer de me faire diagnostiquer, et je me suis dit, bah en fait, à quoi ça sert? Parce que si c'est pour qu'on me mette dans une case, et de toute façon, ça changera rien. Bah, ouais. Et surtout, là où ça ne change rien, c'est que autant je me suis sentie à côté du mainstream très longtemps, autant avec l'écriture, et ben en fait, ça y est, j'ai trouvé l'endroit où je peux exprimer ce qui est vraiment moi, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, il y a une espèce de boîte qui s'est ouverte avec l'écriture, et cette radicalité, elle vient de là. C'est que c'est moi à 100%, quoi. Voilà. Quand j'écris, je me pose plus de questions. Et du coup, je me suis rendu, voilà, je me rends compte que ce que j'ai considéré très longtemps comme un handicap, et ben en réalité, pour l'écriture et pour la créativité, c'est un atout. Mmh. Donc, ben voilà, aujourd'hui, je l'accepte mieux. Et voilà, et du coup, cette radicalité, ben, j'essaie pas du tout de. C'est ni surjouer, et je cherche pas non plus à la tempérer, parce que, en fait, je m'en sens pas capable. Et c'est pour ça que, et je m'auto-édite, et que, par ailleurs, et ben, je préfère voir avec des éditeurs qui ben, n'imposent pas de cadre, voilà, avec lesquels il y a des cartes blanches, Bien parce que sûr. c'est moi, voilà. Oui, puis c'est de la façon dont tu le décris en tout cas, on a l'impression que c'est un peu devenu une soupape, C'est quelque ça. part. Non, mais c'est vrai, hein, ça permet mais c'est bien parce que justement ça te permet de t'exprimer. Quelque chose qui est pas forcément exprimable et acceptable, en C'est société comme ça. tu le disais, tu vois? Et oui, finalement, je me dis c'est assez sain parce que peut-être que, voilà, Bien sûr, plutôt que de bien péter sûr. un gros câble qui peut avoir des répercussions sur d'autres personnes, et ben il y a ce truc de la soupape. Et après, je fais pas forcément des textes qui sont rageurs, mais je sais que je passe de la colère notamment sur certains textes. OK, bon, beh, c'est très bien. Donc c'est sain en fait, c'est très bien tout ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'à lire un petit peu alors moi j'ai lu, les Villénologies du coup, 1, 2 et Mhm. 3. On note qu'il y a pas mal, de choses qui viennent de la pop culture, des contes, comme tu le disais tout à l'heure, tu fais de la revisite de contes. D'où vient cet amour en fait pour, que ce soit les contes ou la pop culture? Bon, les goûts et les couleurs, c'est toujours un peu compliqué. Après, je pense qu'on peut toujours rationaliser, se dire, donc, ouais, moi, les contes, bon, la genèse, clairement, c'est le perfectionnement de la lecture. Où, voilà, j'avais un père qui voulait absolument que je lise parfaitement. Et outre le côté scolaire, et ben, en fait, on lisait des contes tout le temps. Enfin, je devais lire des contes tout le temps. Et du coup, voilà, j'ai lu beaucoup de contes enfants, et ça ne m'a pas dégoûté de la lecture, ce qui est plutôt cool, heureusement. Mmh. Et après ça, bah, effectivement, j'ai été une grosse lectrice enfant, aussi par rapport au fait que j'étais assez introvertie. Et du coup, la lecture, c'était un refuge. Et heureusement, j'avais pas d'interdiction sur ce que je devais lire, et du coup, je lisais tout ce qui me passait entre les mains. Mmh. Magazines, bandes dessinées, j'ai lu beaucoup de classiques avec plaisir, j'ai lu de la mythologie, enfin voilà, je lisais vraiment tout ce qui me passait entre les mains. Et du coup, je pense que voilà, le côté, la narration, le conte, ça me vient aussi de toute cette lecture. Après, au niveau de la Mmh. pop culture, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis une enfant des années 80-90. Donc c'était quand même, niveau cinéma, même certaines séries, hein, enfin, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais je pense que ça a été un âge d'or. Il y avait une liberté au niveau de la création. Ouais, Le ouais, cinéma ouais. était pas encore une industrie qui était complètement gangrénée par le fric. Il y avait des réalisateurs avec des personnalités très fortes qui pouvaient s'exprimer, parfois avec des tout petits budgets. Ouais, c'est clair. Et voilà, et bah, je sais pas, j'ai accroché, ouais, bah, j'ai accroché à ça, quoi. Et du coup, j'ai bouffé du film des années 80-90, et tout et n'importe quoi. Je te disais, de la série B, de la série Z. Et tout ça, ça fait des brassages, et ça,
je pense que ça fait des sédiments et il y a des moments, il y a des trucs qui remontent. Et c'est pour ça aussi que après, je suis tout le temps dans les associations d'idées parce que j'ai tout le temps des trucs qui remontent comme ça. Et donc, c'est pas pour faire... Parce que je sais que ça peut aussi gêner certaines personnes qui n'ont pas les références et je me considère pas comme quelqu'un de très référentiel. Mais voilà, quand j'ai des références dans des textes, c'est parce que ça me vient et que je vois pas pourquoi je me priverais de les mettre. Mais c'est pas pour dire « Hé, coucou, t'as vu, j'ai lâché une référence !» Non, mais après, c'est pas. Je viens de terminer un roman d'Arnaud Codeville. C'est pareil, t'as des rêves dedans. Ouais. Bah, tu les as pas, c'est pas grave, en fait. Je- Si tu les as, tant mieux, oui, ça caractérise un petit. Enfin, ça va peut-être révéler un petit trait de personnalité ou un petit truc du personnage, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Mm. Tu vois. Oui, À partir du moment où c'est pas handicapant pour la compréhension de l'histoire, c'est pas oui, grave, c'est à ça. mon avis. À mon Ouais. avis. Ouais, voilà. Après, faut pas que ça devienne voilà, une pause du genre « Hé, t'as vu, j'ai une super culture des années 80. » Enfin voilà, Ouais, c'est juste que quand ça rentre dans le récit, ça rentre dans le récit, quoi. ouais, complètement. Donc j'ai pas encore lu d'Arnaud, mais c'est prévu. Ah bah là je suis dans le rush justement avant le frisson, j'essaie de lire un maximum de travaux de différents auteurs que je vais croiser sur place. Donc, Moi, je vais acheter des livres aussi sur place. ah bah moi aussi, c'est prévu. Mais j'ai prévu un sac de sport, je vais repartir chargé comme une bourrique, c'est évident. Ouais, ce sera l'occasion. Bah d'ailleurs il faut que je prenne le Screaming Boys justement. Ah, très bien. Faudra que je te à cette occasion. Avec Et puis plaisir. le nouveau, le petit nouveau du coup. Le petit nouveau, ouais. Le petit monstre. Exactement. Et tu vois, et en plus, j'adore ce côté de mélange de pop culture et je trouve ça hyper fun et gratifiant intellectuellement. Parce que, ouais, c'est du jeu, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me donne vraiment du plaisir intellectuel. Et tu vois, typiquement, ces derniers jours, j'ai bossé sur une nouvelle pour un fanzine. Bon, je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, mais je suis partie sur un truc. J'ai fait un mélange de fantasy en reprenant les codes traditionnels de la fantasy avec le chemin du héros, avec une princesse un peu niaise, et je vais te coller du trash là-dedans. Enfin, voilà, j'aime bien détourner, casser les trucs. J'aime bien casser les trucs, quoi. Ouais, C'est bien. ça se sent quand quand on te lit. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est justement, c'est que, tu sais, t'as certains auteurs, certains styles où tu sais que, bon, bah voilà, tu vas aller, tu vas avoir un cadre Mm. et tu sais que tu t'en sortiras pas et bon, t'acceptes ou pas le contrat si tu veux. Mais c'est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, de temps en temps, tu vois, il y a ce côté où, bah, c'est cool aussi de pas savoir où tu vas, en fait. C'est-à-dire que tu arrives dans un univers, bah, c'est comme je te disais, c'est les contes de la crypte, hein, Ouais, un petit peu dans le truc où, OK, tu arrives dans un ouais. univers où en fait, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est pas possible? Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce qu'il y en a Mm, pas? Est-ce mm. que tu vois? Et donc tu es là, tu arrives un petit peu, tu sais, comme un explorateur et puis tu regardes et tu dis: «Ah OK, donc ça c'est possible, d'accord» et ça c'est cool, tu vois? Enfin, c'est moi en tout cas, c'est ce que j'ai aimé quand j'ai lu tes recueils. Ouais, c'est ce que j'aime dans ce genre de série aussi. Voilà, c'est le côté où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Mais effectivement, ça nécessite de... Enfin, c'est pas un effort, mais du coup, ça nécessite un spectateur ou un lecteur qui est un peu ouvert à la nouveauté. C'est sûr. Et on n'est pas dans une période et une évolution de la culture qui est vraiment propice à la nouveauté. Je pense même que ça va dans l'autre sens. Bah, après, moi, comme je le dis assez souvent, hein, l'ouverture d'esprit n'est pas forcément une fracture du crâne, en l'occurrence. Hein, on peut le voir autrement. Entendu, mais c'est Voilà. tout à fait vrai. Je la ressors souvent celle-là parce que bizarrement, voilà, ça peut illustrer assez souvent l'attitude de certaines personnes. Et donc voilà, faut se rappeler ça. Alors c'est vrai que tu es de plus en plus reconnu. On en parlait là par exemple, tu vois, au niveau des adaptations. Est-ce que tu aurais peut-être été contacté pour des collaborations, des adaptations de ton travail? Écoute, ma notoriété n'a pas encore été jusqu'à ce que Netflix, jusqu'à ce que Netflix me Netflix, contacte. bah écoute. Non, alors adaptation, non. Après, je pense qu'il faut garder aussi les chakras ouverts. Ça fait peu de temps que j'écris et en un an et demi, même moins d'un an et demi depuis ma première publication, La Villénologie 1, il s'est passé des trucs de dingue. Voilà, un mélange de travail de ma part et de rencontres et de personnes qui me soutiennent. Et donc, qui sait? Voilà, il peut se passer, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que si on voulait adapter, ce serait le Graal pour moi. Ça me ferait hyper plaisir, bien sûr. Et, Donc et pour ce qui est des croisons les doigts, collabs, écoute. oui, j'ai eu plusieurs propositions pour écrire à quatre mains que j'ai toutes déclinées parce que
Et de un, je suis quelqu'un qui a tendance à travailler, enfin pas qui a tendance, quelqu'un qui travaille seul, dans le silence, il faut me foutre la paix. J'ai pas ce truc de certains écrivains de me mettre en groupe pour me motiver. Non, moi je suis le louve solitaire. Et ensuite, parce que je pense que pour écrire à quatre mains et une collab, il faut aussi qu'il y ait des affinités. Donc il faut trouver la bonne personne, autant au niveau de la personnalité que du style. Et puis voilà, les personnes, en l'occurrence, je pense, n'avaient même pas compris ce que j'écris. Donc j'en profite pour faire un petit rappel. J'écris de l'horreur. Je suis écrivain d'horreur avant tout. Je n'écris pas de l'érotique et je n'écris pas de la dark romance. Voilà. Voilà, le message est passé. Merci. À bon entendeur. Ça marche. Alors effectivement, on aura déjà vu. Est-ce que toi, tu aurais des conseils peut-être à donner à quelqu'un qui aurait l'idée de se lancer, qui aurait, tu vois, un peu des envies d'écrire? Ouais. C'est une bonne question et en plus c'est bien parce que je pourrais renvoyer les personnes vers l'épisode du podcast parce qu'on me la pose régulièrement sur les réseaux sociaux. Ah, Et c'est difficile de répondre en quelques lignes sur la question. Donc si on veut se lancer dans l'écriture, je pense que déjà la première chose à faire, c'est se poser 5 minutes ou plus longtemps et se dire ok, mais pourquoi je veux écrire? Parce qu'en fait, il y a plein de possibilités différentes. Déjà, si tu veux juste écrire pour toi, pour ton plaisir personnel et ne pas être lu, bah voilà, il suffit de te lancer, tu prends ton ordinateur, un cahier, un stylo, t'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Ensuite, si tu veux écrire pour devenir riche et célèbre et avoir ton film adapté sur Netflix, il faut avoir conscience quand même que il y a très peu d'élus et c'est très très dur et voilà, faut avoir conscience de ça. En tout cas, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que si c'est juste je veux écrire pour gagner de l'argent, il y a voilà, bon courage parce qu'il y a très peu de personnes qui s'en sortent très très bien. Après, si c'est écrire pour être lu et éventuellement vendre ses livres, il y a plusieurs possibilités. Si c'est juste pour être lu, il y a des plateformes d'écriture du type Wattpad. Donc, j'ai pas pratiqué, mais voilà, il y a des Discord, etc. où du coup, on peut avoir des retours en direct de lecteurs. Et il y a même des écrivains qui ont émergé qui ont été même contactés par des maisons d'édition après des publications sur Wattpad. Après, vraiment, pour s'éditer et avoir un livre dans la main, il reste deux possibilités, c'est l'auto-édition ou l'édition traditionnelle passée par une maison d'édition. Donc autant au niveau de l'auto-édition que de l'édition traditionnelle, j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger, il y a le pire et le meilleur. Au niveau de l'édition traditionnelle, le pire, c'est les maisons d'édition à compte d'auteurs qui reçoivent ton manuscrit et t'appellent dans la journée pour te dire qu'en fait ton manuscrit est absolument génial et qu'ils veulent absolument l'éditer et que ça va juste coûter 1500 balles. Donc ça, c'est des entreprises qui sont juste là pour faire du fric. Donc j'en profite pour glisser un message. Attention, bien vérifier qu'on n'a pas affaire à une maison à compte d'auteur. Et effectivement, si on veut se faire publier, il faut s'adresser à une maison à compte d'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui prend en charge tous les frais liés à la publication et l'auteur n'a pas à débourser 1 euro pour se faire publier. Après, il faut évidemment que le manuscrit soit accepté. Voilà. Et au niveau de l'édition traditionnelle, évidemment, il y a des éditeurs incroyables qui font un boulot incroyable. Mais si on veut se faire éditer, il y a aussi tout un travail à faire. Il ne suffit pas de balancer son manuscrit à 150 maisons d'édition et d'attendre en croisant les doigts. Il faut réfléchir aussi à où est-ce qu'on envoie son manuscrit. Qu'est-ce qu'on a écrit, dans quel genre littéraire ça rentre. Se renseigner sur la maison d'édition si on ne la connaît pas et regarder si elle a une ligne éditoriale. Parce que genre, si on a écrit de la romance et qu'on s'adresse à une maison d'édition qui fait que du polar, il y a un problème. Il faut suivre les consignes de soumission qui sont souvent disponibles sur le site internet. Et par exemple, il y a des maisons d'édition, je pense à La Talente, qui n'a ses soumissions ouvertes, je crois, qu'un mois par an. Donc ça ne sert à rien d'envoyer le reste de l'année, ça part directement à la poubelle. Voilà, donc vraiment, il faut se renseigner. C'est du travail, c'est du taf. Après, au niveau de l'auto-édition, le conseil, c'est aussi se dire pourquoi je veux m'auto-éditer. Il y a 2 raisons pour lesquelles on s'auto-édite. On le fait par dépit si notre manuscrit a été refusé par une maison d'édition, ou on le fait par choix. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est un choix, parce qu'effectivement, les manuscrits que j'ai auto-édités n'ont absolument pas été présentés à des maisons d'édition. Dans ce cas-là, il faut réaliser que l'auto-édition,
C'est pas genre, on met son livre sur Amazon et puis c'est bon, ça va se vendre tout seul. C'est un vrai travail. Un auteur auto-édité, c'est un chef d'entreprise et un artiste. Il y a énormément de boulot. À côté de l'écriture, il y a du marketing, de la communication, il y a de la gestion de projet. Donc il faut surtout pas sous-estimer le travail que représente l'auto-édition. En tout cas, si on veut la faire correctement. Après, Bien on va sûr. avoir rien à foutre. Mais si on veut avoir une approche professionnelle de l'auto-édition, c'est énormément de travail et il y a des auteurs aujourd'hui qui fonctionnent extrêmement bien en auto-édition, mais il suffit de regarder ce qu'ils font et on sent que c'est carré. C'est vraiment géré comme une entreprise, quoi. Et après, donc, si on s'auto-édite par dépit, genre mon manuscrit a été refusé et en fait je suis un artiste incompris, ouin ouin. Bon, évidemment, ça peut arriver, hein. Mais il faut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que le manuscrit est revenu. Donc, je te parlais tout à l'heure des critères de soumission. Par exemple, si l'éditeur il dit moi je veux que des manuscrits numériques et que tu as envoyé en papier, il y a de fortes chances que ça soit même pas traité. Et donc il y a tous ces aspects-là. Est-ce que tu as respecté les consignes? Est-ce que ça rentre dans la ligne éditoriale de l'éditeur, etc. Et il y a aussi la qualité du manuscrit. C'est-à-dire que le manuscrit peut être mauvais, quoi. Et ça, l'éditeur va pas forcément n'a pas forcément le temps. Il y a peu d'éditeurs qui font des retours argumentés. Donc il faut, avant de s'auto-éditer par dépit, en se disant ouais, fuck, puisque c'est comme ça, je m'auto-édite, voilà, parce que je suis un génie, il faut aussi se poser la question, si on a été refusé par une maison d'édition, de pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a du travail à refaire sur le manuscrit, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est aussi le revers et la difficulté quand on s'auto-édite, c'est que on est aussi son propre contrôle. Et il y a une espèce de poids psychologique de se dire je m'auto-édite, mais est-ce que c'est vraiment bon? Parce que ça n'a pas été lu par un éditeur. Bien sûr. Il faut aussi avoir conscience de ça, c'est que. Enfin, voilà. Faut savoir prendre du recul Mm, et aussi accepter de se remettre en question. mm. Voilà. Je pense il y a tout un process, effectivement, que tout le monde n'est pas prêt à faire. Ou demander de l'aide à. Enfin, quand je dis de l'aide, c'est par exemple demander à des personnes de nous lire. Mais quand je dis des personnes, c'est pas sa sœur et sa mère, quoi. Parce qu'évidemment, tous Oui, les gens évidemment. qu'on connaît, tu leur fais lire un manuscrit, ils veulent pas te. Ils veulent pas te Froissé. faire du mal et donc ils vont te dire qu'il est absolument génial. Voilà, faut le faire lire par quelqu'un qui va être neutre, qui va faire un retour argumenté, qui éventuellement écrit aussi parce qu'il s'y connaît en technique narrative et donc voilà, il va pouvoir te dire où ça pêche. Enfin voilà, faut savoir aussi se remettre en question. Ok, ok. Alors tout à l'heure, on a évoqué avec justement les personnages de Verhoeven, un petit peu des personnages de femmes fortes. Qu'est-ce que tu penses du rôle de la femme dans la littérature horrifique, aussi bien en tant qu'autrice, là tu pourras nous parler de ton expérience personnelle, qu'en tant que personnage? Euh... tu entends le... Je pense que c'est un sujet qui est super complexe et en pleine évolution. Bon, déjà, la question de la place et du rôle de la femme, déjà, est-ce qu'il devrait y en avoir un? Mais bon, effectivement, il y en a un, c'est comme ça. Au niveau des personnages, et là, je pense aussi plus au cinéma, très longtemps, le personnage féminin, c'était le faire-valoir, c'était la Scream Queen ou la Scream Girl qui se faisait étriper, donc de préférence très jolie et sévèrement bustée. En termes de personnages, côté littérature, les écrivains sont quand même majoritairement des hommes, et du coup, il y a quand même un. C'est pas une critique, hein, mais pour lire notamment des auteurs qui écrivent du gore, il y a parfois un regard un peu misogyne qui est. C'est pas forcément voulu, mais c'est les codes du genre, voilà. Il y a des codes Ah dans le oui, mais genre. c'est ce qu'on appelle le male gaze ou les trucs C'est comme ça, ça. tu vois. Et dans le genre, souvent, il y a de la misogynie. Donc après, c'est pas forcément gênant à la lecture, hein. Moi, il y a des bouquins avec lesquels je m'éclate, mais il faut en avoir conscience. Et je parlerai tout à l'heure de mon versant autrice, mais voilà, il y a ce côté féminin qui est rarement reluisant. Après, je pense qu'il y a eu aussi une vraie évolution ces dernières années et qui passe pas forcément par les femmes. Je pense au personnage d'Annie dans Misery de Stephen King. Bien Donc, sûr, ouais. autant dans le roman que dans l'adaptation télé. Pour moi, c'est le personnage, et ça a été écrit par un homme. On a affaire à un personnage féminin qui va prendre l'ascendant sur le roman parce que c'est elle la vraie star de l'histoire. Clairement. C'est une femme d'un certain âge. C'est une femme qui n'est pas physiquement Katie Bates, voilà, qui est commune, hein, et c'est un personnage horrifique qui est extrêmement fort et qui a été très travaillé et qui est très très développé. Donc heureusement, ça existe.
Et je pense aussi à d'autres personnages. On n'est pas sur de l'horreur, mais par exemple le film Monster, l'adaptation du fait divers Oui, sur la serial killeuse avec Charlize avec Theron. Charlize Theron. J'ai Mhm. trouvé ça très intéressant que bah, y a un enlaidissement volontaire parce que du coup on regarde le film différemment. On ne regarde pas de Charlize Theron la bombe. Et du coup on est plus attentif peut-être aux émotions, aux messages, etc. Bah, je pense à Titane, on parlait tout à l'heure de Julia Ducournau. Moi, ce que j'ai énormément aimé sur Titane, c'est le fait d'avoir un personnage qui était androgyne. Et bon, au-delà du fait que ça parle aussi de maternité, enfin, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur le traitement de la féminité. J'ai une série qui est un peu chouchoute pour ce qui est des personnages féminins, c'est American Horror Story. Mhm. Parce que déjà, il y a un casting féminin qui est très très important. Alors, il y a des femmes qui évidemment sont très belles. Bah, Jessica Lange. Voilà. Oui, il y en a beaucoup qui sont très belles dans la série. Mais il y a aussi des femmes de tous âges, ben voilà, tous âges, et avec des beautés qui sont différentes, des morphologies qui sont différentes, des origines ethniques qui sont différentes. Et Mhm. voilà, je trouve ça très intéressant. Et tous ces personnages, pour autant, peuvent être au même niveau d'importance et avoir des enjeux tout aussi importants. Et je pense aussi à Goth. Là, on est sur la fantasy, mais Cersei Lannister et les sœurs Ah Stark. oui, d'accord. Game of Thrones, Voilà, ok. merci. Et ben, donc on est sur des personnages féminins qui sont très bien écrits, qui sont multifacettes, avec des failles, avec une vraie évolution narrative. Elles sont pas juste là pour Mhm. faire la déco et juste être belles et être les femmes, les épouses, etc. Elles existent par elles-mêmes, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a et c'est dommage parce qu'il y a des personnages féminins qu'on considère aujourd'hui comme emblématiques en horreur et qui pour autant ont ce point commun d'être toutes belles et sexy. Et je pense à bah, Buffy par exemple. Buffy contre les Ah vampires. bah, Hein. Buffy, Buffy n'est pas un évidemment. boudin et un laideron. Une Sarah Connor était aussi très séduisante. Une Ripley. Et même si elle, voilà, c'est pas même si c'est une belle femme, même si à un moment ils ont joué effectivement sur son physique, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare aujourd'hui les héroïnes horrifiques les plus fortes, donc une Ripley, une Sarah Connor, etc. Ça reste des femmes sexy et des belles femmes. Et c'est rare qu'on ait une Katie Bates de Misery, c'est extrêmement rare. Qu'on prenne une femme qui est moins, tu vois, je te disais bah, Cersei Lannister, etc. C'est aussi toutes des belles femmes. Mhm. Euh, j'ai pas, tu vois, là, il n'y a rien qui me vient en personnage féminin d'un certain âge, qui n'est pas spécialement esthétiquement beau, tu vois. C'est très, très rarement traité. Ou alors, enfin, je sais pas, c'est maladroit, ou... Par exemple, tu vois, j'ai vu X de T. West, Ouais. qui est très bien comme film, enfin, il est cool, voilà, esprit Grindhouse, etc. Je trouvais que c'était hyper sympa et tout. Mais par contre, il y a un aspect du film que j'ai détesté, c'est donc le personnage de Pearl, qui est une vieille femme, Oui. la vieille fermière. Et en fait, il y a un passage dans le film qui pourrait être érotique. Et en fait, tout à coup, elle se transforme en... Enfin, c'est pas tout à coup elle se transforme, il n'y a pas une transformation fantastique, mais elle est présentée physiquement comme une sorcière, quoi. C'est la fée Carabosse, elle est repoussante parce qu'elle est vieille. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Moi, ça m'a gâché un peu la fin du film. Ça spoilie pas. Mais j'ai trouvé que la représentation de la femme à ce moment du film, pourquoi ce besoin de plaquer l'image d'une sorcière et d'une femme laide sur une vieille femme? Je trouve que ça aurait été beaucoup plus troublant si justement c'était une femme âgée avec de l'érotisme, quoi. Et ça, c'est Mhm. jamais traité. Enfin, j'ai rien qui me vient comme ça en horreur avec des personnages féminins âgés, principaux, avec une pointe d'érotisme. Voilà. Bah, après, c'est vrai que c'était quand même un. C'était, je trouve, une des forces du film, là, en l'occurrence, c'est de traiter, par exemple, la vie sexuelle des seniors, tu vois. En l'occurrence, là, c'est un truc que, effectivement, tu ne vois Faut y jamais. reconnaître Parce que ça. ça dérange, Tout à fait. en fait. Mm. Et donc là, quand t'étais dans la scène, tu fais, bah, tu sais, t'as un malaise, en fait, parce que tu te dis, mais en fait, je devrais pas T'as voir ça. l'impression de voir tes Tu grands-parents, en vois. fait. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, tu regardes le truc et tu dis, ah non, mais ça, c'est pas normal, par contre. Mais non, c'est qu'en fait, c'est pas que c'est pas normal, c'est parce qu'on est tellement éduqué à avoir des scènes érotiques avec des gens qui sont beaux Bah, bien sûr. que, bah, en fait, on a une normalisation des corps qui est intégrée.
Par exemple, bah, tu Mais vois, on parle de vieillesse, mais quelqu'un qui est gros, enfin, j'ai pas souvenir d'un film avec, 2 personnes très, très enrobées qui baissent, quoi. C'est, bah, c'est pour ça que je te dis, c'est pas normal parce qu'en fait, tu sais, t'as des filtres. mmh, Par exemple, moi, l'autre jour, je regardais, l'année dernière, j'ai découvert toute la série alors, c'est pas de l'horreur, hein, l'Inspecteur Harry. ouais. Je me disais qu'il fallait que je découvre un peu plus la carrière de Clint Eastwood. Et en fait, je regarde avec mes filtres de 2023, enfin 2022 en l'occurrence. Tu sais, tout de suite, t'as justement des petites lumières qui s'allument et qui te disent ah ouais, mais ça, c'est pas normal par contre. Tu peux pas dire ça dans un film, c'est pas possible. Mais c'est le reflet d'une époque. Après, Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est justement, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est vrai. On intègre en fait tous ces canons de beauté au mmh, cinéma. En fait, des gens qui font l'amour au cinéma, forcément, ils sont canons, ils sont ci, ils sont là, ils sont voilà, ils sont apprêtés, ils transpirent pas, ça fait pas de bruit bizarre, vite, enfin tu rien, vois, quoi. tout est nickel. Et, non, mais voilà, tout va nickel. Et effectivement, c'est pour ça que je te dis, tout de suite, t'as le réflexe de voir, ah bah ouais, ok, là, je vois des seniors Mmh, en train de faire l'amour. Tu vois, il y a un truc qui clignote en fait, qui te dit mais ça c'est ouais. bizarre, tu vois, Alors oui, c'est effectivement, on peut malaisant, lui c'est reconnaître malaisant. ça. Mais effectivement, sur cette autre scène où elle se glisse dans le lit avec quelqu'un d'autre, Oui, là, clairement, c'est la sorcière. Voilà, ça m'a un je vois. peu je trouvais ça un peu dommage, mais de toute façon, je veux dire, c'est un sujet qui est récurrent, qui est la place de la femme, âgée, enfin âgée ou en tout cas vieillissante dans l'industrie cinématographique. Ouais, juste vieillissante, Voilà. juste vieillissante. C'est vrai que c'est assez violent. C'est soit la grand-mère, c'est Mamie Nova, soit c'est la sorcière. Donc, Ouais, c'est vrai. et ouais, d'un point de vue d'auteur, le fait d'être auteur et d'être auteur et d'écrire de l'horreur, bah, déjà, moi, je me sens pas spécialement de rôle et de mission. Heu, voilà, je suis pas en mode, ouais, je suis, le porte-étendard des femmes, enfin, c'est pas parce que c'est ce que j'ai envie d'écrire et c'est ce que je suis et donc je me considère pas, tu vois, c'est pas un truc de: «Oui, je suis une femme», néanmoins, c'est vrai aussi que, Mmh. bah, j'adresse des thématiques féminines, voire féministes, parce que je suis une femme, parce que j'ai un vécu de femme, voilà, j'ai des expériences et des ressentis qui ne sont pas les ressentis, d'un homme. Donc forcément, j'ai un Bien sûr. point de vue qui est féminin et qui est original, enfin quand je dis original, tu vois ce que je veux dire? C'est qui Ouais, qui pas t'appartient, masculin, qui voilà, est c'est ça. ouais. Après sur le fait il y a une anthologie qui est sortie il y a pas longtemps aux éditions, Gauteur, j'avais publié dessus, sur, je sais plus quel est le titre, «Nous écrivons des ténèbres» ou «Nous écrivons depuis les ténèbres». Bref, donc c'est des autrices qui ont toutes écrit, des textes, en fantastique et en horreur et donc il y avait une tribune, pas une tribune, une préface d'Estelle Faye, voilà, qui s'exprimait sur le fait qu'être une femme et écrire, de l'horreur aujourd'hui en France, c'est compliqué parce que les éditeurs, il y a une place de la femme, il y a encore une image de la femme. La femme n'écrit pas d'horreur, c'est pas joli, il faut surtout pas dire qu'on écrit de l'horreur, etc. Donc voilà, même si je me sens pas, il y a quand même une dimension politique. En fait, quand j'ai commencé à écrire, le premier truc que je me suis dit, c'est oh non non, moi je fais pas de politique, moi je suis pas politisée. Et en fait, sur certains textes, à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte qu'en fait rien n'était neutre et que en réalité, Bien sûr. bah, toute œuvre artistique est politique. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus conscience. Et pour autant, bah, c'est après tout, c'est voilà, j'exprime une opinion. Et après, ça reste, même si, enfin comment dire, je ne suis pas essayiste, donc je raconte une histoire. Mmh. Ça ne signifie pas que je fais forcément passer mon opinion. Mais parfois, volontairement, je mets le doigt sur des choses qui pour moi sont problématiques en me disant que peut-être, enfin voilà, parce que j'ai envie d'en parler, mais c'est pas pour dire, tu vois, je te disais tout à l'heure de prendre le lecteur ou le spectateur par la main, c'est pas du tout ça. C'est plus parce que moi, c'est un sujet qui me met en colère et donc je vais le traiter à travers une histoire de fiction. Mmh. Et peut-être que le lecteur derrière, et ben effectivement, ça va par rapport à son propre vécu et son propre ressenti, il va en faire quelque chose. Mais effectivement, écrire, c'est aussi politique. Bah, déjà à partir du moment où tu es une femme et que tu te dis: «J'écris de l'horreur», en plus, on en discutait, bah, sur l'échange que j'avais eu avec, Jody des livres, de la Mhm. crypte. Où effectivement, à partir du moment où tu es une femme dans le milieu de l'horreur, et notamment là au niveau littéraire, tu vois, les gens se disent tout de suite, ouais, bah, ça doit pas être bien méchant, tu vois. C'est ça, Voilà, voilà. c'est ça.
Non, mais ça me l'a fait. Typiquement, c'est la personne qui débarque en salon. Oui, mais moi, j'aime les trucs vraiment durs et trash. Hein. Oui, bah, essayez, je sais pas, essayez quoi. Enfin, tu vois, comme si en fait, c'est une espèce de préjugement Ouais. on vient me voir en me disant, oui, mais je suis sûre quand même que votre truc là, c'est pas, tu vois, c'est pas aussi trash que ce que je lis d'habitude, quoi. C'est ça, c'est un espèce de préjugement qu'on fait parce que t'es une femme. Ouais. Comme si, je sais pas, on était des êtres différents et délicats et Mais précieux. évidemment, tout n'est que licorne, paillettes et arc-en-ciel, hein, tout le monde le sait. C'est Et... ça. non, mais là, en l'occurrence, toi, avec ce que tu proposes, j'imagine il y a aussi un côté jubilatoire à voir des gens comme ça qui te disent ah ouais, mais moi j'ai l'habitude des trucs super violents, tu vois. Ouais, bah attends, bouge pas. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté jubilatoire. Je crois que c'était en juin, j'étais sur un salon et il y a une dame comme ça qui vient me voir et justement qui m'explique très gentiment qu'elle aime vraiment, faut que ça soit corsé, quoi. Faut que ça envoie le pâté. Hein. Et donc, je la dirige sur ma nouvelle dans l'anthologie Gore, donc ma nouvelle Bloody Valérie. Et donc, elle la prend, elle me dit, ouais, moi j'adore le Gore. Hein. Elle avait lu des Gore, donc pas de souci. Moi, je lui dis, super, vous allez être servi parce qu'il y a plein de textes super. Et elle est revenue me voir au salon suivant, je crois 15 jours ou 3 semaines après, en me disant, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Elle me dit, j'étais en train de le lire, il y avait mon mari à côté, et en fait, j'ai cru que j'allais pas réussir à terminer. Et là, je me suis dit, ah yes. Parce que voilà, la première fois, bah, je sais pas, elle m'avait préjugé, quoi. Et quand je lui disais, non, mais vous pouviez y aller, hein, tu vois, c'était un peu. Et donc, elle est revenue me voir pour me dire qu'effectivement, ça envoyait du pâté. Et là, j'ai eu une énorme satisfaction. Ah bah j'imagine. Ça marche. Donc ouais, effectivement, voilà, ce rôle de la femme dans notre société, bah, qui évolue et a priori dans le bon sens. Mais c'est vrai, tu fais partie du mouvement. Oui, oui, bah oui. Écoute, oui, voilà, à un moment, il faut le reconnaître. Ouais. Enfin, faut l'assumer aussi, Bien quoi. sûr. On peut pas, surtout en écrivant ce que j'écris, tu peux pas te planquer. Il y a un moment, faut assumer, quoi. Et bon, voilà, moi, je montre mon visage parce que je voulais pas faire au départ, etc. Et là, aujourd'hui, j'assume totalement. J'ai aucun complexe à dire que j'écris du porn gore. C'est parce que c'est moi, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Mais voilà, sur le côté politique, là, tu vois, par exemple, le prochain roman, donc Les entrailles de l'horreur, j'aborde la question de l'avortement. Et bon, voilà, le roman est hardcore. Et j'ai pas écrit un roman en me disant je vais faire une espèce de tribune pro ou anti-avortement. C'est pas du tout la philosophie du roman. D'accord. Et parce que voilà, j'estime que j'ai voulu pointer des choses. Mais pointer des choses à travers un roman d'horreur qui est super fun. Et si t'as pas envie de lire entre les Oui, lignes, c'est ce que tu j'allais liras dire, pas de entre les lignes. creuser, voilà, d'essayer de. Voilà. Je suis pas du tout en train de prendre les gens et de leur dire ouais, vas-y, fais-toi un avis sur l'avortement. C'est juste que moi, j'avais envie de pointer des choses qui, voilà, moi, me paraissaient intéressantes à pointer parce qu'elles me touchent. Mais sur le côté politique, j'attends de voir. Pas avec, je sais pas, j'ai pas de curiosité. Je sais pas si c'est la curiosité ou une forme d'appréhension. Je me dis. Je ne sais pas comment certains lecteurs vont interpréter le roman. Voilà, parce que c'est un sujet qui est complexe, qui peut vraiment déchaîner les passions. On va voir. Bon, rendez-vous les 28 et 29 au Frisson Festival. Et puis, effectivement, on aura l'honneur de découvrir ça. Bah, c'est cool. Hein. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la création, on entend pas mal parler depuis un moment maintenant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'intensifie un petit peu. De tout ce qui est création par intelligence artificielle. Ou le gros mot. Et du coup, toi, en tant que créatrice, du coup, quel est ton avis? J'aime bien demander ça en ce moment aux différents créateurs. Voilà, savoir un peu ce qu'ils en pensent. Et ça tombe bien que tu me demandes mon avis parce que j'ai un avis très tranché sur la question. D'accord. Donc j'ai écrit. Donc tu vois, quand je te disais que je suis pas politique, je me suis quand même fendue d'un tout premier billet d'humeur qui est disponible sur mon site internet. Où j'ai effectivement écrit un manifeste contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art et notamment dans l'écriture. Je crois que je l'ai écrit au mois de mars. C'était au moment où il y avait une explosion des visuels générés par des AI sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la moutarde qui m'a monté au nez et voilà, j'avais envie de cracher un truc et j'ai pas écrit une histoire là pour le coup, j'ai écrit un petit manifeste. Donc pour moi, clairement, il ne devrait pas y avoir d'intelligence artificielle qu'on considère comme des artistes.
Une intelligence artificielle, elle est aussi la base de données dans laquelle elle puise, aussi importante soit-elle, ça reste une machine qui exécute ce qu'on lui a dit de faire. C'est un robot et donc c'est pas un artiste. Le propre d'un artiste, c'est que c'est un être humain avec une sensibilité, un vécu, une vision du monde, et il va l'exprimer à travers son art. Mhm. C'est pas quelqu'un qui va, un robot qui va puiser dans des textes, des images, etc., dans l'intégralité du web pour vomir quelque chose qui est un mix de ce qui a été créé par l'homme. Donc voilà, un robot ne peut pas être un créateur artistique. Maintenant, le sujet est un peu complexe parce qu'il y a un côté, il y a un discours du genre oui, mais bon, il y a toujours eu des disruptions technologiques, l'arrivée de l'internet, etc. Et puis on s'y est fait, ça n'a pas bouleversé la face du monde. Je pense que l'intelligence artificielle, bon, elle ne date pas non plus du début de l'année. Hein. Ça fait des années que l'intelligence artificielle existe et il y a juste qu'on n'en parlait pas de cette manière-là. Là, c'est arrivé dans les mains du grand public, en fait. La grosse différence, elle est là. C'est ça. Mais voilà, c'est déjà intégré à notre quotidien et dans plein de logiciels et on s'en rend même pas compte. Ouais. Mais la grosse nouveauté, c'est que là, on parle d'utiliser des créations artistiques sans rémunérer les créateurs pour fabriquer, par exemple, des visuels ou fabriquer des textes. Et donc, le souci, c'est qu'on ne rémunère pas les créateurs. Donc, c'est comme si l'intelligence artificielle, elle arrive chez toi et elle dit pas bonjour et elle va dans ton frigo et elle bouffe tout et elle chie sur ta table basse et elle part sans dire au revoir, quoi. Donc là, aujourd'hui, il y a un problème de régulation. Clairement. En fait, c'est ça le problème. C'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. C'est l'utilisation qu'on en fait, c'est les règles et l'éthique qu'on met derrière. C'est ça, le cadre. C'est ça. Donc je pense que le jour où il y aura des règles et où les créateurs, les écrivains, les illustrateurs, les musiciens, les cinéastes, enfin tous les créateurs donneront leur accord pour qu'on utilise leur création en étant rémunérés en retour, et qu'à ce moment-là, les IA aient le droit de les utiliser, voilà, le débat sera différent. Mais là, aujourd'hui, il y a un vol. Manifeste. Voilà. Et ce qui m'a mis en colère, c'est que voilà, les personnes qui... alors ok, c'est très fun, tu peux jouer avec, etc. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore installé. Mais il faut se rendre compte que quand on génère notamment un visuel avec de l'IA, eh bien, on va utiliser des œuvres artistiques de gens, des vrais gens qui ont besoin de payer des factures, qui sont des artistes, qui ont sué sang et eau sur une création. On ne peut pas les piller comme ça, quoi, sans les rémunérer. Donc il faut faire preuve d'éthique et de respect vis-à-vis d'autrui. Et je pense qu'on sous-estime encore ce qui va se passer. J'ai peut-être une vision un peu catastrophique. Hein. Moi, tu sais, j'ai une vision très Terminator. Mais donc, ce qui est drôle aussi, c'est que sur les arguments de oui, mais vous êtes catastrophique, Stephen King s'est exprimé il y a... Je ne sais pas si tu as vu, il y a une interview de Stephen King. Il a été interviewé aux États-Unis. Je ne sais plus par quel média. Et l'extrait de l'interview a été repris par plein de médias, dont je crois l'Écran Fantastique, où on lui a posé la question de qu'est-ce que vous pensez du fait que l'intelligence artificielle a épuisé dans vos textes. Et Stephen King a répondu en gros je m'en bats les steaks, quoi. D'accord, ok. Mais Stephen King... Ouais, mais Stephen King, il a déjà fait sa carrière et il en est à un stade de sa vie où je pense que voilà, il s'en fout. Il a plus rien à prouver quelque part, donc voilà. On achètera toujours... Stephen King, c'est une marque. Oui. C'est quelqu'un qui a énormément écrit. On achètera toujours du Stephen King. Il y a des gens qui achètent du Stephen King sans même lire la 4e de couverture. Mais tous les autres artistes qui ne sont pas de Stephen King, peuvent être menacés effectivement et volés de leur travail. Et voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Et je pense qu'on va pas tant qu'il n'y aura pas de régulation, et je pense que ça va mettre du temps. Parce qu'on voit déjà sur tout ce qui est... tout ce qui touche aux réseaux sociaux, etc., passer des lois, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que sur l'intelligence artificielle, à part faire comme l'Italie et dire « Ok, stop, on fait une pause et on verra après », en fait, on va continuer à... c'est un engrenage, pour moi, qui est inéluctable. Et je pense qu'on va vers une industrialisation de la culture.
quand je te disais le scénario Terminator, pour moi, c'est dans pas demain, mais après-demain, j'exagère à peine. J'imagine tout à fait une plateforme type Netflix. Tu vas sur cette plateforme et l'IA à laquelle tu as affaire connaît tout ton historique de consommation, va peut-être même piocher dans tes cookies et sait ce que tu manges au petit déjeuner, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu consultes sur les réseaux sociaux, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, etc. Et tu demandes à cette intelligence artificielle, parce que tu adores les thrillers, de t'écrire un thriller qui va se passer en Islande, avec une scène gore, un personnage qui ressemble à Matt Damon. Enfin, je pense qu'en quelques microsecondes, après-demain, l'intelligence artificielle te livre un film qui correspond parfaitement à tes critères, à tes goûts, à tes appétences, ou elle t'écrit un livre qui correspond parfaitement à tes goûts, à tes appétences, etc. Elle va générer en temps réel une couverture, elle va peut-être même te faire un trailer, elle va peut-être même lancer l'envoi de l'impression d'un brochet. Enfin, pour moi, les possibilités sont infinies, et c'est demain. Vraiment, je pense que c'est demain. Et s'il n'y a pas de régulation, je pense qu'on va de toute façon dans cette direction. Après, est-ce que c'est mal de faire de l'hyper-personnalisation ? Pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, par exemple, regardent des films dans lesquels ils se trouvent sous-représentés. Le souci, c'est quand ça devient une industrie, un rouleau compresseur, et que ça ne laisse plus de place aux créations artistiques qui ne sont pas mainstream. Bien sûr. Et je pense que c'est ça va noyer le marché. Et après, il y a une autre problématique selon moi, qui est qu'au plus on te sert des choses que tu aimes et dans lesquelles tu te sens confortable, on parlait tout à l'heure de s'ouvrir l'esprit, Tout à fait. et bien au plus tu t'enfermes, c'est déjà ce biais qui existe dans les réseaux sociaux. Un biais de Quand confirmation. tu rentres sur une thématique, on te resserre tout le temps la même chose. C'est ça que je vois demain en culture avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on t'enferme, tu t'en rends pas compte, mais on te resserre systématiquement et on affine à chaque fois ce que tu aimes et ce que tu attends, etc. Et du coup, tu es dans un confort et tu es enfermé. Et tu ne t'ouvres plus au monde, tu ne t'ouvres plus à la différence. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai danger et pour la culture et pour l'intelligence humaine. Après, voilà, j'ai un côté un peu catastrophique, mais je suis convaincue, on en reparlera peut-être dans 2-3 ans, mais je suis convaincue qu'on va dans cette direction-là et ça va tout toucher, le cinéma, la musique, etc. Et après, oui, évidemment, il restera toujours des petits producteurs, il restera toujours des gens avec des goûts qui seront ouverts à des choses différentes, comme aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec l'industrie agroalimentaire, par exemple. Ok, il y a un retour du bio, mais par exemple, il y a certaines espèces, je ne sais pas si on parle de race, enfin, en tout cas des espèces des espèces anciennes qui ont disparu. Ouais, bien sûr. Alors on en trouve toujours, mais c'est le fait d'un ou deux petits produits. En fait, ils ont été écrasés par l'industrie et aujourd'hui, tout le monde bouffe des tomates dégueulasses et c'est devenu la norme. Et voilà, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que la culture aille vers de l'industrialisation. Et c'est du Big Mac, quoi. Enfin, mais pour moi, tu as déjà vu le dessin animé Wall-E ? Oui. Voilà. Je m'en souviens pas. Mais... Voilà. Bah ça, en fait, l'humain est rendu, en fait, c'est devenu une espèce de boule. Voilà, tout le monde est en surpoids et dans une espèce de fauteuil, tu vois, qui flotte, en fait, avec un écran devant toi, et tu ne fais plus rien. Voilà, et tu ne fais plus rien. Et en fait, ça te sert des trucs comme ça toute la journée. Et bon, voilà. C'est voilà. Tu es la négation de l'humain pour moi. Mais c'est vrai que j'ai pas une vision très positive sur la question. Non, mais je te rejoins. Il y a pas de souci. Après, voilà, j'espère qu'il y a aussi des gens qui, enfin, j'en suis convaincue, voilà, qui réalisent qu'il faut aussi faire attention à notre manière de consommer. Là, on retombe sur de la politique, ça conditionne le monde de demain, quoi. Et on a une responsabilité sur la manière de consommer, sur comment on utilise l'intelligence artificielle. De toute façon, c'est pas compliqué. La carte de vote la plus puissante qu'on ait, c'est la carte bleue. Et oui, quand tu consommes, c'est voilà, tu dis bah oui, ça me plaît. Ou alors je n'achète pas ton machin. Voilà, ou alors je refuse ça, je ne donnerai pas mon argent pour aider cette industrie et je ne veux pas plus effectivement, voilà, de mass market, de trucs ultra produits, ultra raffinés, ultra voilà. Mais je trouve ça triste parce que la culture est déjà, je pense, pas très bien portante.
Parce que paradoxalement, on a une offre qui est de plus en plus pléthorique et donc ça va s'accélérer à mon avis avec l'intelligence artificielle. Et en même temps, on va vers une uniformisation de ce qui nous est servi. Et je trouve ça super triste, quoi. Quand tu vois qu'on en est à réécrire le Club des 5, parce que c'est du langage trop soutenu pour les générations de maintenant, le Club des 5. Je veux dire, c'est pas Voltaire, le Club des 5. Ouais, Ouais, ouais. tu te dis, bon, ok, ok, bah, je sais où on va, tu vois. Après, il faut revoir peut-être le casting du Club des 5. Et Non, puis, non, mais que tu modifies, que tu as des trucs qui passent plus ou quoi, ok, je le comprends. Mais là, c'est même pas ça. Non, mais même, enfin, tu vois, Il modifie l'utilisation du français parce qu'apparemment, c'était trop soutenu, en fait. en fait, tu abaisses. Je suis désolée, ça fait vieille conne, Mais mais c'est un nivellement par le tu bas. nivelles par le bas, Ah, bah, quoi. c'est clair. C'est un nivellement par le Il bas, y a c'est un tout. moment, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est pas je vois pas pourquoi, c'est l'être humain est de base. Enfin, on a un gros cerveau. Pourquoi tout le temps niveler par le bas, faciliter intellectuellement les choses parce que c'est pas seulement l'enjeu, il est pas seulement culturel, mais après c'est effectivement c'est l'ouverture au monde, c'est la tolérance à la différence, La c'est l'ouverture à réflexion, l'autre. bien sûr, mais tout ça, Voilà. c'est impacté, et c'est évident. Mm, C'est sûr. mm. Vaste sujet. Alors, revenons à des choses un petit peu plus sympatoches. Qu'est-ce que tu penses du retour en grâce du gore, et notamment au cinéma, qu'on retrouve maintenant dans les cinémas, dans les films, et qui sont projetés au ciné pour le coup? Ouais. Et ben j'ai envie de te dire c'est super. Mais Ah, vas-y. non, c'est super, mais je vais nuancer. Déjà, retour en grâce, ça implique qu'il y a eu une grâce du gore. Et ok, il y a eu une grande époque et il y a eu des grandes œuvres, mais fondamentalement, le gore a jamais été mainstream. Donc, je suis pas sûre que parler de retour en grâce. Retour, pour moi, quand je dis retour en grâce, c'est retour au cinéma, tu vois. Parce Ouais, que il y a eu une époque où, effectivement, le gore sortait au cinéma et il n'y avait pas de souci. Après, c'est passé ouais. directement, soit en VHS, derrière, bah, direct ou DVD, direct ou voilà, tout ce que tu veux. Mm-mm. Et donc là, quand je vois certains films qui ont des sorties cinéma, même si tout n'est pas bon, évidemment, mais juste pour le principe, je paye ma place de cinéma pour soutenir le truc, tu vois. Parce que, voilà, encore une fois, c'est un acte où je dis, bah ouais, mais ça, en fait, j'en veux plus au cinéma. Donc, je paye ma place. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, alors en fait, ouais, je trouve qu'il y a du gore de plus en plus partout. Et ça, y compris dans des comédies horrifiques ou moins Mhm. horrifiques. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que du coup, ça ouvre les spectateurs à cette. C'est pas un genre. Parce que là, pour le coup, c'est une incursion du gore sur une autre histoire. Mhm. Après, mais là, je vais un peu faire aussi Mariac. Mais c'est super qu'il y ait des films. Il y a des super films qui sortent. Mais dans certains cas, le gore devient un accessoire. L'essence du gore, c'est la transgression. Mm. C'est l'interdit. Ça rejoint la pornographie de ce point de vue-là. Et quand je dis pornographie, je parle pas de Pornhub, hein, je parle d'œuvres pornographiques, du dessin, Mm. voilà, certaines œuvres. Donc l'essence du gore, c'est la transgression. Et j'ai un peu l'impression. Donc je me réjouis en mi-teinte que le gore commence à être digéré aussi par l'industrie mainstream et utilisé comme un espèce d'accessoire, comme un truc qu'on coche sur un scénario, comme on va mettre une scène de cul, une scène gore, ça devient un espèce de truc, Cahier voilà, des un charges. accessoire qui devient mainstream. Mm. Et voilà, et donc là où je mets un bémol, c'est que le risque, c'est que finalement, ça soit tellement digéré que ça perde totalement son caractère de transgression et ce qui faisait que c'était aussi fort. Mm. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même s'en réjouir. Après, il faut que ça soit bien fait. En fait, c'est ça. C'est pas tellement la digestion. C'est par pitié digérer bien, quoi. Parce que si c'est pour mettre du gore, voilà, juste comme un accessoire, On est d'accord. et que ça soit mal fait, Mm. et ben en fait, moi ça me frustre, quoi. Non, mais si c'est du gore pour du gore et que ça sert pas l'histoire, ouais, ça, tu trouves vite la limite, quoi. Ouais, après voilà. Bon, après, il n'y a pas de films 100% gore qui sortent. Enfin, il y a des films avec beaucoup de gore, mais Bah après, les curseurs sont placés différemment chez chaque personne, tu vois. j'ai la dent dure, c'est pour ça.
Tu vois, par exemple, je pense à 2 films assez récents, The Sadness et Evil Dead Rise. Lui l'adresse, ouais. Et ben, j'étais super hypée sur les 2. Bon, The Sadness bénéficie, enfin aussi arrivé avec Laura, c'est coréen, sauf erreur Taïwanais, de ma ouais. part. Ouais, merci. Enfin, en tout cas, un certain essor du cinéma asiatique, même s'il y a toujours du cinéma asiatique, mais on nous a non, on nous a pas survendu. Disons que, par rapport à mes standards, je suis allée voir The Sadness m'attendant à prendre une putain de claque gore. Et effectivement, il y a du sang, il n'y a pas de souci. Mais à part une scène où je me suis dit, oula. Et ben voilà. Ça reste une scène qui se passe dans l'hôpital, là. Tout à fait, avec un orbite. Tout à fait. Je pense qu'on a tous la même. C'est la seule où je me suis réveillée, j'ai fait ah ouais. Et Evil Dead Rise a plein de qualités. Il a une scène, l'apparition du titre au-dessus du lac qui est sublissime. J'ai eu un coup de foudre sur cette scène. Mhm. Mais par contre, le reste du film, même s'il est bourré de sang, il m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé que c'était facile, bourré de clins d'œil facile. Oui, bah, clin d'œil en l'occurrence, mais oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Après, on peut aussi se réjouir, c'est-à-dire que dans le sens où, je ne vais pas être non plus totalement négatif, mais peut-être que quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, je sais pas quelle était je pense qu'il était moins de 16. 16, ouais. Peut-être a été voir Evil Dead Rise avec des potes et peut-être qu'après il a dit oh c'était génial et il s'est rendu compte qu'il y avait des références à d'autres films et qu'il va peut-être aller voir le Shining de Kubrick, qu'il va aller voir les premiers Evil Dead. Enfin voilà, c'est de ce point de vue-là on peut se réjouir. Mais tu sais que c'est quand même assez hallucinant parce que moi, au moment où il est sorti ce film-là, je travaillais dans un cinéma quelques heures par semaine et quand les gens m'achetaient une place, je leur demandais est-ce que vous savez que c'est une suite en fait. Enfin, ça fait partie d'une franchise, je veux dire. Voilà. Et en fait, la plupart des gens ils savaient pas. Et j'étais choqué, mais vraiment, parce que moi je me suis Peut-être dit que les gens ça qui va vont voir peut-être le ça, truc. les gens qui vont voir ça, ça doit être des gens qui aiment l'horreur parce que c'est un moins de 16, tu vois, c'est quand même un truc un peu Ouais. trashos et tout. Mais en fait non, t'as plein de gens ils allaient voir ça comme ouais ok bah ouais c'est un film d'horreur quoi. Enfin, et pourtant c'est quand même une grosse franchise de l'horreur, je veux dire, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est clair. Ah non, puis je veux dire, il y a eu la série, effectivement, c'est une grosse franchise. Il y a eu c'est quoi un remake ou non, Il y a eu les reboot 3 films, il y a eu cette année. effectivement l'espèce de remake de 2014. Enfin, quand même. Ouais, enfin voilà, il y a des films récents, enfin il y a des supports récents. Donc ouais, peut-être que du coup ça va faire venir un certain public. De ce point de vue-là, on peut se réjouir. Après, si on commence à voir du film, enfin du gore à toutes les sauces et que c'est mal fait, et enfin tu vois, c'est comme les périodes où, par exemple, à un moment, on a bouffé que du zombie. Oui, Et il y avait du zombie tout le temps partout. ouais, c'est vrai. À un moment, le zombie il est complètement, c'est éventé, impossible de le réinventer. Les gens saturent. Après, il y a eu des super films de zombies, mais ce que je veux dire, c'est peut-être un peu le reproche que je ferai à l'industrie cinématographique qui veut faire du profit, c'est qu'ils tirent. Ils sentent quand il y a un filon, ils vont l'exploiter jusqu'à la moelle, quitte à tuer complètement le genre, quoi. Ah bah c'est ce qu'ils font clairement. Ils en tirent tout ce qu'ils peuvent en tirer, ils vont presser le citron et puis derrière ils passent à autre chose. Après, si ça peut faire venir des lecteurs sur du gore, mais entre nous, de ce que je ressens, c'est pas le même public. Il y a les amateurs de gore pur et dur, qui vont de toute façon, que ça soit littéraire, cinématographique, etc., qui aiment le gore. Après, quelqu'un qui va voir un film gore va pas forcément acheter un bouquin gore. Ça, j'en avais discuté avec Jody justement, et c'est vrai que c'est un peu le problème de la visibilité aussi, tu vois. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai voulu me mettre à lire de l'horreur, mais quand j'allais dans les magasins, bah, sorti de Stephen King, en fait, t'avais l'impression qu'il y avait personne qui existait, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est lourdingue au bout d'un moment. Et en fait, et d'un coup, donc j'ai découvert sa chaîne et elle parlait en fait de plein de trucs, tu vois, justement des gens qui étaient auto-édités et des styles mais complètement différents, des noms que j'avais jamais entendus de ma vie. Ouais. Et je me dis, mais ouais, mais en fait, il y a un univers gigantesque qui existe, mais on n'est pas au courant. Tu vois, heureusement, effectivement, que le genre de chaîne qu'elle pilote, etc., enfin, sa chaîne existe. En fait, le souci, c'est que sur notamment la littérature d'horreur, en fait, c'est pas du tout, les médias traditionnels sont pas du tout ouverts. Ça n'existe pas pour eux.
Même déjà un article sur un roman fantastique, c'est extrêmement rare. Tu ouvres n'importe quel magazine, journal, Hmm. c'est de la littérature blanche, c'est le dernier gros polar, le dernier gros thriller. Ouais, du thriller, du Il n'y polar. aura Ouais. jamais un papier sur de l'horreur. Hmm. C'est comme si c'était... De toute façon, c'est considéré comme de la sous-littérature. Hmm. C'est par un certain public. Mhm. C'est le caniveau du caniveau, quoi. Et moi, je suis encore 2 niveaux en dessous du caniveau, quoi. Ouais, mais bon, en même temps, voilà, tu n'es pas sérieuse. Tu mixes deux trucs qui ne peuvent pas être montrés Ouais, à la vue de tous. Le porno et et le gore. ouais. Bon, en même temps, on ne marche pas sur les pieds, je suis tranquille. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi culturellement, bon, le cinéma, ça commence effectivement voilà, il y a eu des œuvres cinématographiques qui font que l'horreur est en train de monter. C'est Mais cyclique. littéralement, c'est compliqué, quoi. C'est ce que tu disais, on en trouve difficilement en librairie. Je pense que tout ce qui est site de vente en ligne le pousse pas nécessairement. Après, ça dépend de ton historique aussi d'achat, mais c'est pas quelque chose qui est mis en tête de rayon, quoi. Non, non, non. Problème de visibilité, effectivement. Mm. Malheureusement. Je crois qu'aucun roman d'horreur n'a été sélectionné pour le Goncourt, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est que je découvre ça et en fait, je m'aperçois qu'on a énormément d'auteurs francophones, Mm. tu vois. Et j'étais Mais la choqué. France, mais je pense que de manière générale, la France a un problème avec l'horreur. On a bien vu ces dernières années les difficultés qu'ont eu certains réalisateurs de films de genre Bien sûr. qui sont partis outre-Atlantique. Mm. L'horreur n'est pas... C'est très mal considéré, que ce soit cinématographique, littéraire. C'est pas au niveau de la culture française, tu comprends? Alors qu'aux États-Unis, ben, il y a énormément de prix pour des auteurs fantastiques et d'horreur. Il y a plein de gens qui en vivent. Il y a des gens qui donnent des cours à l'université. Ouais. Ils sont considérés comme des auteurs à part entière, quoi. Comme n'importe quel auteur, quoi. Pas comme du gratte... mais c'est même pas du gratte-papier, c'est... Ouais. Alors, je te propose de passer justement à la section recommandations. Donc là, pour le coup, on va commencer avec... Est-ce que tu aurais un livre, un film qui t'a mis une claque dernièrement? Non. Désolée, je Merci. te réponds. Non. Non, mais je te disais, côté cinéma, j'ai vraiment la dent dure. Côté littérature, bon, voilà, je lis beaucoup, mais je préfère à ce moment-là donner 2 trucs que moi j'aime vraiment, Ouais, qui bien sont sûr. pas forcément super récents. Donc, côté livre, mon livre Trauma, je l'ai lu l'année dernière. C'est The Girl Next Door de Jack Ketchum. D'accord. Donc, Jack Ketchum, écrivain américain, qui est décédé aujourd'hui, qui a adapté des faits divers. Alors, on le considère comme un écrivain d'horreur. Peut-être qu'on pourrait aussi dire que c'est du thriller. En tout cas, c'est l'horreur psychologique. Il y a d'ailleurs eu un film qui a été fait. Ça te dit peut-être quelque chose? Sinon, il y a eu The Woman. Oui, d'accord. Oui, ok. Voilà, donc il a écrit aussi The Woman. Et il y a eu... Alors, c'est comment le titre en anglais? Il y a eu Morte Saison. C'est en français. Et c'est un bouquin qui a été censuré aux États-Unis, je crois, pendant 20 ans. Donc, c'est un écrivain qui a produit des œuvres vraiment extrêmes, avec du gore, etc. Et donc, The Girl Next Door, ben, voilà. Moi, c'est un des rares bouquins où je l'ai fini et j'étais vraiment pas bien. Ok. Donc, Marocco bouquin. Marocco série, c'est si... pour les personnes qui n'ont pas encore regardé, c'est American Horror Story, j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. Moi, c'est vraiment ma série chouchou. Il y a bientôt la saison 12 qui sort, que j'attends avec impatience. Délicate. Voilà. Et j'ai adoré la saison 11, New York City. Il y a la bande-annonce qui vient de sortir là pour Je l'ai pas Délicate. vu encore. Je te laisse regarder. Cool. Mais je trouve que c'est une super série parce que déjà, c'est une série qui fonctionne sur un principe d'anthologie. À chaque saison, il y a un travail différent qui est fait sur un genre de l'horreur. Il y a un casting qui est absolument dingue. Et ce que j'adore, c'est entre le premier épisode de la saison et le dernier, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Il y a des développements toujours extrêmement... je trouve que c'est extrêmement bien écrit et intelligent, quoi. Voilà, super série. Ok. Et je vais quand même faire une petite reco pour la curiosité. Donc peut-être qu'on peut considérer que c'est un nanar. Mais je les ai revus il n'y a pas longtemps. Et moi, c'est 2 films qui m'ont un peu interpellée. C'est sur Amazon et ça s'appelle Contracted 1 et 2.
Ah oui, 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 attends, je les ai vus. Personne de connu, je crois, mais c'est un film qui parle d'infection avec du zombie. Ah mais Enfin, c'est il est mort, mais incroyablement bien, c'est génial! avec du body horror. J'ai adoré! Voilà, et celui-là, je pense qu'il est en fond de catalogue et assez méconnu. Enfin, ces deux films sont en fond de catalogue et assez méconnus. Ouais. Alors, vous pouvez aller voir Contracted 1 et 2. Ouais, c'est tip top, je confirme, je les ai vus. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'on n'ait pas la suite, mais parce il parlait d'une suite, mais pour l'instant, Ah ça, oui? ça commence à remonter quand même, donc Ouais, voilà, croisons les doigts, sait-on jamais. C'est un peu comme The... bien cool, ouais. Ah ouais, non, Ouais, trop cool, c'était sur Netflix, moi je l'avais vu sur Netflix, alors maintenant il a sauté du catalogue, d'accord. il y est plus, mais bah, il a dû passer chez Prime du coup. Dans le même genre, moi il y avait, pareil, si on pouvait avoir une suite éventuellement de ces quatre, The Collector. Mais il y a eu le 2. Il y a eu le 2, mais il n'y a pas eu Il de y a eu The suite. Collection. Il y a eu The The Collector, Collector, The The Collection. Collection, et il était Oui, censé y avoir une suite. Pareil, en fait, ils ont annoncé une suite qui s'est perdue dans les limbes de la production. Voilà, on sait pas. et c'est vrai que c'était... Ça aussi, c'est un C'est des des... Ouais, petites il m'a pépites. bien... Celui-là, il m'a bien mis mal à... Enfin, je suis assez difficile à... Je sais pas comment te dire. Voilà, je te disais, j'ai la dent dure, etc. Bon, hors les jumpscares, moi l'horreur, pour que vraiment je puisse plus et que je jette l'éponge en disant pitié, j'arrête, j'en peux plus, faut vraiment y aller. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Mhm. Mais j'avoue que voilà, The Collector et Collection, il y a eu des moments où j'étais pas super à l'aise. Hein. Non, mais très efficace. Et puis, Ouais, bah, petite prod, quoi. Petite prod, ouais, comme Contracted, mais putain, ouais. super film pour le coup. Bien badass, quoi. Ouais. Mm. Alors, tu disais que tu lisais du comics, t'en aurais à recommander un petit peu? Ouais. Alors, il y a la série des Doggy Bags chez Label 619. Tout à fait. Donc, j'ai déjà publié dessus. C'est un principe d'anthologie. À chaque fois, il y a 3 histoires dans un comics avec des dessinateurs et des pas scénaristes, enfin bon, bref, différents. Et je trouve ça hyper sympa. Donc, on est sur un esprit pulp. Et sinon, toujours sur un esprit pulp, il y a Flesh and Bones chez Glénat Comics. D'accord. Donc on est sur un format hardback un peu plus grand, mais chaque fois à nouveau avec un auteur, un dessinateur différent, et c'est vachement bien. Voilà. Ok. Très pulp. Ok. Alors pour info, pour les auditeurs, si vous recherchez du Doggy Bag, ce sera forcément soit directement sur le site internet de l'éditeur Label 619, sinon sur de l'occasion, parce que ceux-là ne sont plus édités. Par contre, ça a été repris maintenant, ça s'appelle Low Reader. Voilà, c'est le même principe, toujours de l'anthologie d'horreur, toujours la même qualité papier, etc. Voilà, c'est des beaux objets en plus de ça. Mais donc voilà, Low Reader chez Label 619. Alors, c'est vrai que quand on lit un petit peu tes livres, tu as à chaque fois la particularité de proposer des playlists. Oui. Et justement, est-ce que tu aurais un ou plusieurs albums que tu te passes en boucle, toi, personnellement? Donc chez moi les playlists c'est pas seulement un accessoire, c'est-à-dire que ça fait partie, je digresse un peu, mais ça fait partie intégrante de la création. Mhm. C'est-à-dire qu'au moment de la réflexion sur ce que je vais écrire, je constitue en même temps la playlist. Et en fait, ça me permet de faire des rebonds aussi, des associations d'idées. Il n'y a pas seulement l'ambiance, j'utilise ça aussi comme une espèce de mood board musical. Mhm. Et effectivement, j'ai des playlists avec tous mes titres qui sont soit accessibles par QR code et sinon, donc c'est sur Deezer. Voilà, c'est accessible même sans abonnement. Ce que j'ai beaucoup écouté cette année, l'album Danzig, je ne sais pas si je le prononce bien, on s'en tape, Danzig 2, Lucifuge. Ok. Donc on est sur du hard, voilà. Et sinon, j'ai beaucoup écouté, mais là, pas un album en particulier, du Ozzy Osbourne et du Billy Idol cette année. Ça marche. De toute façon, toutes les références qu'on a citées dans l'épisode, je les repartagerai hein, au moment de l'édition et dans la description des épisodes. Voilà, donc pour tous ceux qui rechercheraient toutes ces références-là, vous n'irez pas à aller fouiller très très loin. Alors, les questions sérieuses. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Ouais, c'est sérieux. Alors, ambition, c'est un mot qui peut être connoté négativement. Oui, parce que tu es en France. C'est connoté négativement Absolument. parce que tu es en France. Voilà. Pour moi, l'ambition, c'est une aspiration derrière laquelle il y a du travail et de la chance, mais il y a surtout du travail. Donc, j'ai de l'ambition parce que je pense qu'il faut aussi avoir une vision dans la vie. Et moi, en tant qu'auteur, je suis pas là à écrire en me disant... ouais, là, pour le coup, ça fait vraiment connasse. Mais j'ai une vision pour ce que je fais. Je sais où je vais, quoi. Et j'ai une compréhension croissante aussi de ce que j'écris et de mon univers. Donc, mon ambition, clairement, c'est de me faire un nom dans le gore.
Voilà, et dans mon genre qui est particulier de littérature décomplexée et hardcore, quoi. Voilà, j'aimerais vraiment laisser mon nom dans le gore. Je suis pas en train de dire que je vais mourir demain, hein, mais j'aimerais bien me marquer, apporter ma pierre, quoi. D'accord, Mm. ça marche. Alors avec tout ça, quelle est ton actualité? Alors, côté sortie littéraire, on a parlé donc du Recueil maudit 3 pour le mois de novembre exclusivement. Et ma grosse actualité, c'est fin octobre, sorti le 28 de mon roman Les entrailles de l'horreur. Donc on est, comme le nom l'indique, sur un roman d'horreur avec un peu de fantastique. Je crois que je ne l'ai pas pitché, mais donc en gros, c'est une femme qui va se faire, qui est sur le point d'aller se faire avorter, qui se fait kidnapper par un couple qui est pro-vie, donc des militants anti-avortement. Mmh. Et ils vont faire en sorte qu'elle ait son bébé et qu'elle n'avorte pas. Et ça va pas bien se passer. Ok. Voilà, donc roman bien hardcore. Voilà, donc sorti 28 octobre en brochet. Il y aura aussi une version numérique. Et évidemment, je ferai des ventes dédicacées du titre via mon site. Voilà, côté sortie littéraire. Après, j'ai pas mal de projets de lancer, mais c'est trop tôt pour en parler. Côté événements, bon, de manière générale, je les annonce sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Et les 2 prochaines grosses dates, c'est effectivement le Frisson Festival le 28 et 29 octobre à Reims. Et le week-end suivant, je serai à Mulhouse pour une convention internationale de tatouage. Voilà, pour moi, c'est aussi une grosse date parce que je rencontre des lecteurs potentiels. Bah oui, carrément. Et donc ça, c'est pour te retrouver en vrai. Et pour le coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, alors il y a mon site internet qui est vraiment un point d'entrée pour tout, violenedecharnage.fr, Violaine de Charnage tout attaché. Mmh. J'en profite pour signaler que tout en bas de page, il y a maintenant un champ newsletter. Ok. Et je n'ai pas encore démarré le projet, mais il y aura bientôt une newsletter. Je ne dis pas quand. Mais en tout cas, voilà, je vous invite déjà à vous inscrire, comme ça vous serez en base pour quand je lancerai ça. Côté Instagram, Violaine-de-charnage. Sur Facebook, Violaine _de_charnage. Et sur TikTok, sur lequel je vais essayer d'aller un petit peu plus, Violaine de Charnage tout attaché. Ça marche. Eh bien, écoute, voilà. C'est noté, les rendez-vous sont pris, on sait où te retrouver. Et c'est maintenant le moment de passer aux questions rapid fire. Donc, exercice sympathique. Donc là, en fait, c'est tout bête. Je vais te proposer donc de répondre. Est-ce que tu préfères plutôt A ou plutôt B? Donc normalement, on est censé répondre rapidement et de manière assez succincte. Mais bon, vu qu'on est à la maison, on peut faire ce qu'on veut. Donc tu peux prendre le temps de réfléchir et tu peux, si tu veux, développer certaines réponses. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors on va démarrer tranquille. Plutôt série ou plutôt film? Plutôt film. Plutôt Piranha 3D ou Mimic? Non, tu peux pas faire ça. Ah bah si, évidemment, je tends des pièges. Non, je suis désolée, j'ai un joker, les 2. D'accord? Parce que... Attends. c'est un de mes films préférés. Ouais, mais t'es pas sûr parce que derrière, j'en ai d'autres qui sont un peu vaches, alors réfléchis quand même, on sait jamais. S'il ne devait y en avoir qu'un, Piranha 3D, rien que pour le plan, il y a la bite dans l'eau, quoi. Ah, magnifique, sublime. Voilà. Je pense que la 3D a été inventée pour ça, directement, pour ce plan. Carrément. Plutôt VO ou VF? VO. VO, ouais. Plutôt Starship Troopers ou Les Dents de la Mer? Mais t'es embêtant quand même. Oh, je suis méchant. Bah mais j'ai fait mes devoirs. Mais c'est pareil, là, le choix est impossible. Je sais. C'est genre si je devais oublier totalement un des 2 films et à tout jamais, quoi. Si l'un des deux devait disparaître dans le néant. Je garderais quand même Les Dents de la Mer. Ok. Pour le trauma. Pour le trauma, d'accord, ça marche. Alors, plutôt cinéma ou home cinéma? Cinéma. Plutôt roman ou nouvelle? Nouvelle. Plutôt Alien ou Aliens, le retour? Alien. Plutôt les contes de Perrault ou les contes de Grimm? Les contes de Grimm. Plutôt Verhoeven ou Carpenter? Là, c'est obligé, c'est Verhoeven, quoi. Ça marche. Bon, bah, tu vois, je t'ai pas tant maltraité quand même. Ouais, ça va. Et j'ai pas trop digressé là.
Ça marche. Eh ben, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir répondre à toutes mes questions. J'invite nos auditeurs à aller te retrouver, que ce soit en vrai ou sur les réseaux et sur ton site internet pour le coup. Je vais mettre donc toutes les références et tous les lieux où on peut retrouver ton travail dans la description de l'épisode. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je crois que j'ai beaucoup parlé, mais c'était cool. Bah écoute, on est là pour ça. Merci. Ouais. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.